Bonjour à tout le monde et bienvenue à la journée des auteurs du mois de novembre. Je sais que pour ce mois, nous avons des personnes qui viennent de commencer leur parcours d'écriture. Donc je souhaite la bienvenue bien chaleureuse à tout le monde qui est là pour la première fois. À tout le monde qui n'est pas là pour la première fois, s'il vous plaît, accueillez les gens qui sont là pour la première fois. Et la même chose à distance, hein, vous pouvez profiter de ce moment de connexion pour vous parler, pour échanger des pistes d'écriture et des doutes d'écriture aussi. Parce que écrire, c'est se poser des questions. Et trouver les réponses la plupart du temps seul. Et assumer les réponses qu'on trouve. Mais vous avez l'avantage d'être en communauté. Parce que la communauté, elle a ce pouvoir de mettre ensemble tout le monde qui est en train de vivre les mêmes émotions d'écriture, qui se pose les mêmes questions et qui trouve des réponses différentes. Donc, échangez vos réponses, échangez vos défis, et comme ça, tout le monde va pouvoir progresser d'une manière encore plus riche ensemble. Aujourd'hui, nous avons Camille de Peretti avec nous, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir animer la masterclass sur une thématique qui, j'avoue, ça nous a provoqué, l'équipe pédagogique, énormément, la dépersonnalisation, et ça nous fait avancer à tous. Il y a quelqu'un là? Voilà. Je vais juste... Voilà. Donc, avant tout, je commence par un petit message. Le mois prochain, la journée des auteurs va commencer à 9h30, et pas la masterclass à 10h30, mais à 9h30, d'accord? Je reviendrai encore une fois à la fin de la masterclass avec ce message, pour m'assurer que ça sera bien imprégné dans vos esprits. Aujourd'hui, nous avons la masterclass avec Camille de Peretti, qui a commencé son parcours à l'École supérieure de sciences économiques et commerciales pour après se convertir complètement au monde de la littérature. Elle a fait aussi une formation au cours Flaubert, une école d'art dramatique. Florent, mais c'est pas grave. J'ai noté. De toute façon, j'étais très mauvaise, donc c'est vraiment pas la peine de le noter. Je sais même pas pourquoi tu dis ça, mais bon. Florent. Ouais. Je note parce que c'est... Flaubert, j'aurais bien aimé, ouais. Mais c'est quand même une liaison avec la littérature. Le théâtre, oui, bien sûr. Oui, voilà. En 2005, elle sort son premier roman. Donc, elle va expérimenter l'autofiction avec, je ne sais pas prononcer ça. Tornithorinx. Tornithorinx, voilà, merci. En 2006, un roman épistolaire, Nous sommes cruels. En 2008, un roman olympien, Nous vieillons ensemble. En 2011, une biographie historique. Donc, d'autres livres sont venus après. Et là, on peut voir qu'il y a un parcours de richesse, un parcours qui explore des techniques différentes. Et c'est ça qui fait toute la richesse d'être à côté de Camille de Peretti dans l'objectif manuscrit. Aujourd'hui, cette année 2024, elle a l'inconnu du portrait qui a déjà reçu 4 lauréats. 6. 6. Waouh, donc je vais dire les autres. Les 4. Attends. C'est le roman le plus primé de 2024. Ouais, Donc voilà. Très bien. Donc je connais seulement les 4. C'est pas grave. Tu diras les autres 2. Voilà, donc c'est le prix roman Marie-Claire, le prix Nice Bête des Anges, le prix Maison de la Presse, le prix des romancières. Le prix de la Passion. Le prix de la Passion. Le prix Ex-Braya. Le prix Ex-Braya. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus. 6, voilà, ça fait 6. Ça fait 6. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vous demande d'accueillir chaleureusement maintenant Camille de Peretti. Donc, bonjour tout le monde. Alors, c'est ma première masterclass, donc je suis quand même très très honorée. Pour les anciens élèves qui sont parmi vous, parce que j'en ai 3 là dans le fond, je veux juste m'excuser parce qu'il va y avoir des redites. Mais après tout, j'ai pas tant de choses que ça à enseigner. C'est pas comme s'il y avait une vraie différence entre cette masterclass et mes ateliers. Donc, en 20 ans d'écriture, puisque ça fait vraiment 20 ans que je publie des romans, et en 10 ans d'enseignement dans des ateliers d'écriture créative, je suis arrivée avec quelques leçons que je trouve vraiment importantes à transmettre. Et donc, c'est toujours les mêmes. J'en ai pas trouvé une
pendant la nuit pour une masterclass. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je suis hyper contente d'être là. Hein. Mais je vais vous parler donc de dépersonnalisation, parce que en 10 ans d'atelier d'écriture créative, c'est vraiment la question à laquelle je voudrais que vous soyez sûrs et certains qu'on a trouvé une réponse. Il y a des questions où on ne sait pas, mais celle-ci, oui, on sait exactement. La question que vous vous posez tous, normalement, quand vous êtes primo-romancier ou quand vous démarrez dans l'écriture, c'est à quel point est-ce que je peux ou je ne peux pas mettre de moi dans mon roman, surtout dans un premier roman. Et en fait, cette question, elle sert à rien. C'est pour ça qu'on a trouvé la réponse, parce qu'en fait, c'est une fausse question. Alors, j'ai été quand même sur Internet. En psychiatrie, la dépersonnalisation, c'est le trouble dissociatif qui consiste en une expérience prolongée ou récurrente de détachement de son propre corps ou de son fonctionnement mental, habituellement avec l'impression d'être devenu un observateur extérieur de sa propre existence. Bingo, vous vous sentez tous hyper concernés par ce trouble psychiatrique, normalement. Mais en fait, c'est pas ça. La dépersonnalisation, telle que moi je vais vous en parler aujourd'hui, c'est celle qu'a définie Roland Barthes dans... c'était dans quoi Le degré zéro de l'écriture. Non, peut-être pas. Peut-être fragment d'un discours amoureux, je pense. Voilà, et Roland Barthes a toujours raison, de toute façon, que ce soit dans le degré zéro de l'écriture ou dans... Voilà. Je vous enjoins vraiment à le lire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Barthes ? Il dit « Depuis 100 ans, la folie littéraire est réputée consister en ceci. Je est un autre. La folie est une expérience de dépersonnalisation. » Alors, je m'explique. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est hyper simple, vous allez voir. En 2004, j'ai publié mon premier livre, qui s'appelait Tornitorynx. Et Tornitorynx, ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui avait 19 ans, qui s'appelait Camille, qui était à l'ESSEC et qui était boulimique anorexique. Je m'appelle Camille, j'ai été à l'ESSEC à 19 ans et j'ai été boulimique anorexique. Il n'y a aucun doute sur le fait que Tornitorynx était une autofiction. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le livre Tornitorynx, il n'y a pas que le personnage de Camille. Il y a le personnage de la mère de Camille, il y a le personnage du petit copain de Camille, il y a plein d'autres personnages, d'accord ? Et quand les gens m'ont dit « Ah là là, mais ce livre, c'est tellement vous, c'est tellement vrai, c'est tellement gna et tout ça », ce que j'ai essayé, j'étais jeune à l'époque, je ne me rendais pas compte, je n'arrivais pas à bien exprimer ma pensée, mais je disais toujours « Oui, c'est moi, mais c'est pas moi, c'est un personnage de roman quand même ». Et en fait, ce qu'il fallait leur dire, aux journalistes et à tous ces gens, c'est que bien sûr que j'étais la Camille du roman, mais j'étais aussi la mère de Camille et aussi le petit copain de Camille, parce que je peux vous assurer que je n'ai pas demandé à ma mère d'écrire les passages qui la concernaient, et encore moins au petit copain parce qu'il ne voulait plus me parler à l'époque. Enfin, plus du tout d'ailleurs, jamais. Voilà, c'est vrai. Et donc, c'était moi qui tenais le stylo. Donc, évidemment que la Camille du livre, c'était moi. Mais j'étais aussi la mère, j'étais aussi le petit copain, parce que c'était toujours moi qui tenais le stylo. Ça, c'est la première chose, c'est une évidence. Et la deuxième, c'est qu'à partir du moment où vous écrivez « Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, et je suis à l'ESSEC, vous devenez un personnage. Vous devenez un personnage de roman, d'abord parce qu'au moment où vous l'écrivez, vous n'avez plus 19 ans, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à l'ESSEC, etc., à cette période-là. Et puis parce que la vie, c'est pas un roman. Qu'un roman, c'est des constructions grammaticales, de la ponctuation, de la grammaire, le fait que le lecteur tourne la page, des manipulations, des contractions temporelles, etc. Et que la vie, c'est pas ça. Du tout. Dans la vie, chaque minute dure 60 secondes, pas dans un roman. Dans un roman, vous savez très bien que dans un roman, vous pouvez écrire « les années passèrent ». Hop, on est passé à autre chose, quoi. Si vous aviez un roman qui était exactement dans la même temporalité que la vie, ça donnerait éventuellement une pièce de théâtre, et encore même pas. Parce qu'une pièce de théâtre, ils arrivent à squeezer tout, et puis ils font des sautes, des ellipses, etc. Donc la vie et le roman, c'est pas du tout la même chose. Et donc, vous devenez un personnage de roman, et non seulement vous devenez un personnage de roman, mais vous vous en rendez compte tout de suite, c'est que, et c'est là le corollaire de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que on peut penser que la question, c'est la dépersonnalisation, mais en fait, la vraie question,
C'est la question de la vérité et du mensonge, et c'est de ça dont je vais parler pendant 45 minutes, même pas, il reste que 40 minutes, heureusement pour vous. Et après, il y a 45 minutes de questions, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ça? Bon. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule vraie question intéressante que vous devez prendre en pleine face et tournicoter dans tous les sens, c'est celle de la vérité et du mensonge. Cette histoire de est-ce que c'est moi le personnage, est-ce que c'est pas moi, est-ce que si je veux parler de ma mère et que dans le livre je l'appelle Françoise alors que dans la vraie vie elle s'appelle Francine, est-ce que ses amis vont s'en rendre compte? On s'en fout. On s'en fout, mais totalement en fait. Parce que même si vous parlez de votre mère avec la plus grande vérité possible dans votre livre, ce ne sera pas votre mère, ce sera un personnage de roman. Et peut-être que ses amis vont la reconnaître, et peut-être que votre mère elle va dire « Ah, c'est horrible ce que tu as écrit sur moi, etc. » Mais en fait, un livre, d'abord, c'est un espace de liberté. Et sachez surtout que si vous écrivez un livre qui se passe en l'an 2624 sur la planète Mars, de toute façon, vous parlerez de votre mère et de votre père et de votre frère et de vous-même. Parce que vous ne savez pas faire autrement, parce que c'est vous qui tenez le stylo. Donc que ça se passe sur Mars avec des cannibales martiens ou aujourd'hui et que vous écriviez à la première personne au singulier, ça ne change rien. La dépersonnalisation, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment que vous l'ayez en tête. Parce que normalement, ça va vous enlever des cordes et ça va vous libérer totalement. Parce que ce truc de est-ce que j'écris sur moi, est-ce que j'écris pas sur moi, est-ce que j'écris sur les gens que je connais, on s'en fout. Parce que ce sera toujours vous et ce sera jamais vous. Et ce sera toujours vos proches et ce sera jamais vos proches. Et essayez vraiment de décrire quelqu'un que vous connaissez. Courage. Force à vous. Vous n'y arriverez pas. Parce que vous en ferez un personnage de roman et donc ce ne sera plus la vraie personne. Donc tous ceux qui, plus tard, lorsque vous serez publié et célèbre et interviewé à la radio et à la télé, et que vous aurez tous votre entourage qui vous dira « Mais pourquoi tu as écrit ça sur moi, etc. » Dites-leur lis-le le livre, regarde vraiment, est-ce que c'est toi? C'est pas toi, c'est un personnage. Débarrassez-vous de ce problème-là avant même de commencer à écrire. Ça n'est pas un problème. Et vous pouvez parler de choses extrêmement intimes, extrêmement dures, extrêmement violentes, à la première ou à la troisième personne première personne du singulier, oui, souvent, on parle rarement à la première personne du pluriel quand même. On peut tout faire en littérature, c'est bien. Vraiment, pensez à ça. C'est très, 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 très important. Parce que justement, la vraie question qui se pose, c'est celle de la vérité et du mensonge. Alors, est-ce que c'était clair là? Est-ce que c'était bien enfoncé le clou, etc. Non, mais vous vous rendez compte que j'ai écrit un livre qui s'appelle Blonde à forte poitrine quand même, qui parle d'une prostituée au Texas. Je suis une honnête mère de famille, d'accord? Mais évidemment que la blonde, c'est moi. Évidemment que la blonde, c'est moi. Évidemment qu'il y a une scène d'accouchement dans ce livre. C'est, en tous les cas, la version la plus proche possible de l'accouchement de mon premier fils. Évidemment que j'ai mis de moi dans la blonde si je voulais être avec elle, et si je voulais être empathique avec elle, et si je voulais comprendre ce que c'était que avoir le désir des hommes qui est quelque chose de bon ou mauvais ou agressif, etc. J'avais besoin de me mettre à sa place. Et d'ailleurs, à propos de ce truc, c'est très important que vous compreniez ça aussi. C'est ce fameux comment écrire des choses qu'on n'a pas vécues, justement. Parce que c'est le corollaire. Hein. Eh ben, c'est difficile. Alors, attendez, non, c'est pas ça ce que je dois vous dire, je dois vachement vous encourager. Donc non, on reprend. Par exemple, j'ai écrit mon deuxième roman, qui s'appelait Nous sommes cruels. Et ça parlait d'adolescents qui s'envoyaient des mails et des textos et tout ça, et qui... ça reprenait Les Liaisons dangereuses, c'est ce qu'on appelle un roman miroir, etc. Et donc, dans Les Liaisons dangereuses, si vous vous souvenez ou si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave, mais lisez-le parce que c'est vraiment un merveilleux chef-d'œuvre absolu. Dans Les Liaisons dangereuses, à la fin, la présidente de Tourvel meurt. Mais elle meurt comme au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle meurt d'amour, elle s'allonge sur son lit, elle attend 15 jours et elle est morte. Ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Ça n'existe plus, c'est bizarre, mais voilà. On ne meurt plus du tout d'amour. Donc moi, il fallait bien que mon héroïne, enfin une de mes héroïnes, elle meure. Et je me suis dit, elle va se suicider, ça va être simple. Facile le suicide, j'avoue, mais bon. Donc elle se suicide. C'est un roman épistolaire. Vous savez très bien que dans toute la littérature, et aussi d'ailleurs malheureusement dans la vie, très souvent les suicides s'assortissent d'une lettre d'adieu. Voilà. Et donc moi je me suis dit, parfait, roman épistolaire, je vais écrire la lettre d'adieu qui va vous faire pleurer des rivières de larmes, etc., de cette héroïne que j'aime beaucoup, et juste avant de se suicider. Malheureusement, ou enfin en tous les cas,
j'ai jamais eu envie de me suicider, du tout. J'ai aucune truc suicidaire. J'ai plein de problèmes, mais pas du tout celui-là. Et donc, pas du tout envie de me suicider. Donc, j'ai écrit une première lettre à la première personne, évidemment. Adieu, monde cruel et tout ça. L'éditrice me dit, oh, ça c'est mauvais. Ça c'est vraiment très, très, très mauvais. Il faut faire quelque chose parce que... Et j'ai dit, oui, j'avoue, c'est un peu niais, c'est un peu... Elle me dit, non, mais vraiment. Donc là, je fais ce qu'on doit faire, c'est-à-dire je lis toutes les lettres de suicidés de la littérature. Donc les souffrances du jeune Werther, donc les Anna Karénine, donc le sublime 448 Psychose que vous avez peut-être lu, qui est un texte d'une force extraordinaire écrit par Sarah Kane, qui écrit au début du texte « À 4h48, je ne parlerai plus ». Et elle raconte pourquoi elle va se suicider, et elle a posé son crayon, et elle s'est suicidée. Donc évidemment, ça marche, parce qu'elle l'a fait. Mais comme moi, j'allais pas le faire, voilà. Donc je lis Sarah Kane et tout ça, et je me dis, ah, quel génie, mais pas moi, comment faire? Et j'écris, et je retravaille autant que je peux cette histoire de lettres de suicide. Et ça ne marche pas, ça ne passe pas, parce qu'il y a des moments où quand vous vous attaquez à des sujets trop forts, et que vous l'avez vraiment, vraiment pas vécu, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grugé. Parce que ça, c'est bien, on a le droit quand on est écrivain. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, on abandonne cette lettre de suicide. En revanche, il va y avoir une lettre, qui va être la lettre d'un médecin légiste, ça s'appelle une anamnèse, qui est la lettre officielle que reçoivent aussi bien le commissariat de police que les parents de la victime, etc., lorsqu'il y a un décès. Donc j'ai été voir un médecin légiste et il m'a dit, alors vous voulez quoi? J'ai dit une défenestration. Il m'a dit quel étage? J'ai dit du 5e. Voilà. Et il m'a dit elle pèse combien, etc. Donc j'ai tout expliqué bien. J'ai dit c'est mieux si elle est un peu plus grosse. Il me dit c'est pareil. Voilà. Donc on a tout fait bien. Et après il m'a expliqué. Donc il m'a fait la lettre avec enfoncement de la cage thoracique, tous les organes brisés, voilà, toutes les choses. Et en fait, lorsque le lecteur lit le livre à la fin, il sent bien de toute façon que Diane, ça va pas bien se passer pour elle. Et puis là, il tombe sur une lettre qui est un rapport de police, qui est une vraie lettre pour le coup. Et il comprend, il dit c'est pas vrai, elle s'est défenestrée. Et là, il comprend. Et c'est beaucoup plus fort que si Diane écrit « Oh, je vais mourir ». Voilà, parce que je ne savais pas le faire. Donc, vous avez le droit de faire ça aussi. Mais le lecteur, il le sentira, hein, de toute façon. Si vous n'avez jamais eu envie de vous suicider, il le sentira. Mais c'est très, très compliqué. Ça, c'est vraiment... Voilà. Donc, il y a... Soit vous essayez de vous suicider, soit vous trouvez un subterfuge, quoi. Mais c'est important de comprendre ça aussi. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Moi, alors, bon, ça part un peu dans tous les sens, mais non, normalement. Donc, il y a ce livre de Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de littérature quand même, qui s'appelle La vérité par le mensonge, et qui, comme tous les très bons livres, donne envie de lire d'autres livres, et celui-ci d'autant plus que chaque chapitre, en fait, est consacré à un livre qu'il conseille. Donc, vraiment, je vous conseille de lire ce livre-là. Mais dans son premier chapitre, il explique quelque chose de très, très, très important. Alors, d'ailleurs, il commence par exactement ce que je vous ai dit. Preuve que je vais peut-être être prix Nobel de littérature un jour. Ou pas du tout. Il dit « Depuis que j'ai écrit ma première nouvelle, on a cessé de me demander si ce que j'écrivais était vrai. » Et c'est ce qu'on demande toujours aux écrivains. À quel point cette vie vous avez mis de vous, etc. Alors, Mario Vargas Llosa, il dit « On n'écrit pas des romans pour raconter la vie, mais pour la transformer en lui ajoutant quelque chose. Tous les romans refont la réalité en l'embellissant ou en l'avilissant. C'est dans ces subtils ou grossiers ajouts à la vie par lesquels le romancier matérialise ses obsessions secrètes que réside l'originalité de la fiction. » Donc je voudrais parler de ces obsessions secrètes, cette histoire de dépersonnalisation. Ce sera toujours vous et ce sera jamais vous, mais ce sera avant tout vos obsessions secrètes. C'est quelque chose que vous allez mettre dans vos livres, de manière consciente ou non, et j'espère que ce sera quand même de manière consciente, parce que si c'est inconscient, après c'est difficile, mais voilà. Et donc, si on parle de ces obsessions secrètes, je vais vous parler de 2 de mes livres, qui sont très différents. Il y en a un qui s'appelle Le sang des Mirabelles, et qui se passe au XIIe siècle, et qui est un roman médiéviste, écrit avec des mots d'anciens français, voilà. Comme Guillermo l'a expliqué au début, à chaque fois j'attaque un genre littéraire différent, donc voilà. Donc là, c'est un roman médiéviste. Et dans ce roman qui se passe au XIIe siècle, il y a un tout petit personnage hyper secondaire, qui n'est rien du tout, qui s'appelle Aon, et qui est un porteur d'eau. Et qui clairement est une sorte de débile
qui pousse des cris et qui fait aon, 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 et c'est pour ça qu'on l'appelle aon. Et dans le livre, il est là, il a le dos, son dos ploie sous les seaux d'eau qu'il transporte. On ne sait pas trop quel âge il a. Il n'est vraiment pas important. Il y a juste un moment où il a une espèce de crise et il se met à hurler, à tout taper, etc. Il n'y a qu'une seule femme qui arrive à peu près à le contenir et à le soigner, c'est sa mère, mais qui est une sorte de vieille femme qui a eu sûrement 12 ou 14 enfants et qui est une femme de souffrance. Et c'est juste qu'elle veut le calmer, quoi. Et c'est une scène, ça fait 4 lignes dans le livre, d'accord? Ça, c'est Aon. Ce Aon-là, c'est mon premier fils. J'ai un enfant handicapé mental qui pousse des cris et qui fait Aon, 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 comme ça. Et je voulais le mettre dans ce livre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de le mettre. Et en fait, si je sais pourquoi, c'est parce que j'avais lu que, évidemment, au Moyen-Âge, on ne parlait pas d'autisme, on ne parlait pas de tout ça, mais on disait les simples qui voient la lune dans l'eau. Donc, c'était vraiment Enfin, quand ils voient le reflet de la lune dans l'eau, ils pensent que c'est la lune, quoi. Donc, c'est les simples d'esprit. Ils avaient toutes sortes de noms, les fous, etc. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'exposition au Louvre sur les fous. J'ai été avec mon petit garçon de 7 ans qui m'a dit « Mais il y avait des autistes au Moyen-Âge ». Donc typiquement, vous voyez, tout se rejoint. Donc voilà. Et donc ça, c'est mon petit Aon qui est vraiment pas important, mais c'est ma petite obsession, etc. Ensuite, là, je viens d'écrire un livre qui s'appelle « L'inconnu du portrait », qui se passe à Vienne en 1900 et qui raconte l'histoire d'un tableau de Klimt qui a été perdu, retrouvé, volé, etc. Le personnage principal de ce livre s'appelle Isidore. Et c'est un personnage... qui est un personnage typique, parce que là, le genre littéraire en question, c'est la saga. Donc, vous savez, pour faire une saga, il faut évidemment un temps très long. Il faut souvent une famille avec un secret et 3 générations, et le truc qui se passe voilà, c'est le secret de la saga, quoi. Et quelque chose de très grave. Et puis, il faut aussi des ascensions sociales fulgurantes, et puis des gens qui tombent dans la misère. Enfin, il faut la saga, quoi. C'est des codes romanesques géniaux. Et donc, mon Isidore, c'est un personnage qui est typique de Dallas. Hein. Vraiment, il démarre de rien, il arrive à tout, etc. Et comme je joue beaucoup avec les clichés littéraires, je me disais, ce serait peut-être bien de ne pas faire que ça. C'est-à-dire juste le petit bonhomme qui a des choses très dures qui lui arrivent dans la vie au début, et puis qui se bat et qui réussit et qui devient cette espèce de milliardaire incroyable à qui tout réussit et tout ça. On va faire autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est mon obsession secrète, qui est que donc, le fait d'avoir un enfant handicapé, il a 15 ans, mon fils, aujourd'hui, depuis 15 ans, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent « Ah là là, qu'est-ce que t'es courageuse !» Et tu sais, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et c'est un truc qui m'énerve d'une force, parce que c'est pas vrai, en fait. Parce que c'est pas vrai. Dans la vie, quand vous avez un vrai grand malheur, quand vous avez quelque chose qui vous fracasse sérieusement la gueule, bien sûr que vous n'êtes pas mort, mais vous n'êtes plus jamais pareil. Parce que vous êtes changé pour toujours, en fait. Parce que c'est trop dur. Et donc, mon Isidore, je voulais ça. Je voulais que la vie le bastonne, qu'il soit plein de courage, qu'il soit plein de machin, etc., qu'il soit un battant, mais qu'à un moment, ce soit trop, que la coupe soit pleine, et qu'il change, en fait. Et qu'il devienne ce mec, à la fin, qui n'est pas si sympathique, et qui n'est pas un mec vraiment bien, et qui a des vraies noirceurs, parce que c'est ça. Et donc, quand tout le monde me dit... Ah, mais Isidore, alors, où vous l'avez trouvé? Je lui dis, c'est pour mon fils handicapé. Les gens disent, quoi? Il n'y a pas du tout de handicap dans le livre, il n'y a pas du tout de ça. Mais c'est mon obsession secrète à moi, vous comprenez? Donc c'est ça que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que tous les livres ont un sous-texte qui n'est pas du tout intéressant pour le lecteur. Le lecteur, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est aimer Isidore, puis avoir peur pour Isidore, puis à la fin se dire, ah là là, finalement, ce Isidore, voilà. C'est ça que le lecteur veut. Il veut que le Isidore ait quelque chose de vrai en lui. Et il s'en fiche de connaître mon obsession secrète. Mais il n'y a pas de personnage sans obsession secrète de l'auteur. Et cette obsession secrète-là, elle est très importante. Voilà. Alors, on continue avec Mario Vargas Llosa. Et donc, il y a cette histoire de... Si vous voulez tenir votre lecteur, il faut que le lecteur, il sente qu'il y a du vrai derrière. On continue. Mais quand bien même aurais-je réussi cette ennuyeuse prouesse de ne raconter que des faits avérés, et de ne décrire que des personnages dont la biographie s'ajustait comme un gant à celle de leur modèle, mes romans n'auraient pas été pour autant moins mensongers, ni plus vrais qu'ils ne le sont. Car ce n'est pas l'anecdote qui, en dernier ressort, détermine la vérité ou le mensonge d'une fiction. C'est qu'elle soit écrite et non vécue, qu'elle soit faite de mots et non d'expériences concrètes. Les faits, dès lors qu'ils se traduisent en paroles, subissent de profondes modifications. Le fait réel,
le sanglant combat auquel j'ai pris part, le profil gothique de la jeune fille que j'ai aimée, ça c'est dans les livres de Vargas Llosa, j'arrive pas à dire son nom, Mario Vargas Llosa, pardon, est un, alors que les signes capables de le décrire sont innombrables. En choisissant les uns et en écartant d'autres, le romancier privilégie une possibilité et en anéantit 1000 autres afin de livrer sa version. De là le changement de nature, ce qu'il décrit devient la description. Et ça, c'est quelque chose de crucial. C'est-à-dire que il faut que vous ayez quelque chose à décrire, mais ça deviendra une description. Et ce qui compte, c'est la vérité de la description. La vérité de ce que vous décrivez, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que la description ait l'air vraie. Et c'est pour ça que cette histoire de mensonge et de vérité est à la fois cruciale et pas du tout importante. Il dit « Les romans ont un début et une fin, et même dans les plus informes et débridés, la vie adopte un sens que nous pouvons percevoir parce qu'il nous offre une perspective que la vie véritable, où nous sommes plongés, nous refuse toujours. » Vous comprenez ça? C'est-à-dire que dans la vie, vous ne voyez pas le début, le milieu, la fin. Si même on devait vous dire « Et alors, ça, comment c'est arrivé ?» Alors, ça a commencé parce que, mais en fait non, ça n'a pas commencé ça. Ça a commencé parce qu'en fait, avant il s'était passé un autre truc, et avant il s'était encore passé un autre truc. C'est toujours des nœuds et des nœuds. Et en fait, c'est très très chiant quelqu'un qui raconte une histoire comme ça. Si vous deviez vraiment raconter, par exemple, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés avec votre mari. Alors, j'avais été invitée chez une amie. Alors, est-ce que je dois raconter ça ou je dois raconter qu'en fait c'est plutôt cette amie qui compte? Donc, je dois commencer à raconter cette amie. Mais comment j'ai rencontré cette amie? Cette amie, en fait, c'était parce que j'étais à l'école. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi est-ce que ma mère m'a mis dans cette école. Et c'est pas possible. Donc, ce qu'il faut, lorsque vous êtes romancier, parce que la vie, c'est que des choses qui sont complètement imbriquées les unes dans les autres, c'est d'arriver à dire, bon, ça, on évacue, on garde que ça, et on fait une chaîne de causalité qui, au fond, est totalement artificielle. Mais c'est vous qui décidez, et le lecteur, comme ça, il tourne la page. Sinon, on ne s'en sort pas. Et d'ailleurs, à propos de ça, sur cette histoire entre la vérité et le mensonge et tout ça, c'est ce qu'il dit juste après, mais j'anticipe. Parce qu'il dit « Les choses ne sont pas comme nous les voyons, mais comme nous nous les rappelons. » Ok? Donc, moi, j'écris un journal intime, je tiens un journal intime, depuis que j'ai 16 ans, tous les jours. Il faut vraiment que j'ai beaucoup bu pour pas écrire le soir dedans. Ça arrive, mais normalement tous les jours, tous les soirs. J'écris dans mon journal intime le même nombre de mots. Donc que ce soit une journée très importante, le jour de mon accouchement, quand même, ça n'arrive pas tous les jours, ou une journée où vraiment j'ai regardé mon ordinateur et j'ai bullé en me disant que j'arriverais jamais à écrire mon prochain roman et puis après, je me suis perdue sur Instagram. Enfin, voilà, ce genre de journées, vous voyez, qui ne sont pas très intéressantes. Et j'écris le même nombre de mots, parce que je me dis, il y a le même nombre d'heures qui passent. Donc voilà, ce qui veut dire que techniquement, je suis capable de dire ce que j'ai fait, on est quel jour, le 12 novembre? Le 16 novembre, depuis que j'ai 16 ans. Tous les 16 novembre. Ça n'a aucun intérêt. Mais ça me rassure. Voilà, c'est une névrose comme une autre. Et voilà, donc je vous ai dit que mon premier roman, c'est un roman autobiographique qui s'appelait Tornithorinx, et que c'est un roman où j'étais boulimique anorexique. Donc évidemment, lorsque j'ai écrit ce premier roman, je relis jamais mes journaux intimes, parce que c'est vraiment très très ennuyeux, vous en rendez compte. Je me suis dit, là je vais pouvoir relire ce que j'écrivais à l'époque, et ça va justement me donner ce souffle, cette vérité que je cherche, etc. Parce que c'était 3 ans plus tard que j'écrivais le livre, et surtout que j'étais guérie, donc j'étais plus boulimique anorexique quand je l'ai écrit. Et surtout, il y avait un truc qui m'intéressait beaucoup, c'était ce que j'avais écrit le jour où j'avais rencontré le fameux premier amour de ma vie, qui après ne voulait plus jamais me parler. Bon, moi non plus d'ailleurs, je ne voulais plus lui parler. Et donc, je pourrais encore vous dire que ce garçon, je l'ai rencontré à l'ESSEC, en haut des escaliers du Grand Hall. Je me souviens très bien de la scène, de lui en haut des escaliers, la manière dont il m'a abordée, la manière dont il m'a draguée, etc. Et donc, 3 ans plus tard, je me dis, ça va être marrant de lire ça, ce que j'ai écrit ce soir-là. Et je cherche. Et je ne trouve pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Un garçon m'a draguée en haut des escaliers du Grand Hall. Moi, il y a plein de garçons qui me draguent au haut des escaliers du Grand Hall, quand j'avais 20 ans. Non, mais sérieusement, ce jour-là, un garçon m'a draguée en haut des escaliers du Grand Hall.
Et je ne l'ai pas écrit. J'ai écrit que j'avais d'autres problèmes, en maths, en finance, en je sais pas quoi, parce que c'était dur cette école pour moi, parce que j'ai écrit plein de trucs ce jour-là, mais pas que ce garçon m'avait dragué en haut des escaliers du Grand Hall. C'est après, lorsqu'on est tombé amoureux, que machin, qui m'a couru après, que truc, et que j'ai dit oui, et qu'après c'est devenu le grand amour, qu'après on se disait, oh, tu te souviens la première fois quand tu m'as dragué en... Mais moi j'ai la preuve que ce jour-là, j'en avais rien à faire en fait. Est-ce que c'est intéressant dans un roman que... de sauter la première rencontre? Bien sûr que non, il faut la première rencontre. Les gens adorent les premières rencontres dans les romans. Les fameux leurs yeux se rencontrèrent. C'est très important. Surtout si on veut que les personnages prennent corps et qu'on s'attache, etc. Il faut qu'ils la draguent en haut des escaliers du Grand Hall. Donc vous voyez, donc je l'ai raconté dans le livre comme si ça avait été important, alors qu'en fait non. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Oui. Donc ça c'est vraiment la preuve. Hein. Mais quand même, j'ai pas de meilleure preuve que ça. Hein. Alors qu'est-ce que je dois dire ensuite? Donc les choses ne sont pas comme nous les voyons, mais comme nous nous les rappelons. Et c'est ça qui est important. Comme on les voit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est comment on se les rappelle et comment on est capable de les retranscrire. Comment est-ce qu'on est capable de faire que le lecteur soit intéressé et tourne la page. Parce que qu'est-ce qu'il dit Stephen King? Et Stephen King a toujours raison. Il dit « Sans votre lecteur, vous n'êtes qu'une misérable voix qui couine dans le vide. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut un lecteur pour qu'il y ait un livre. Sinon, il n'y a rien. Et c'est dur de vous dire ça parce que vous n'avez pas encore eu des lecteurs, mais vous allez tous en avoir de toute façon. Mais c'est un livre sans lecteur qui tourne la page. C'est comme cette fameuse question philosophique de est-ce que si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, il a fait du bruit? C'est Heidegger, c'est un peu plus... pas ce matin, il est trop tôt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Pour presque tous les écrivains, la mémoire est le point de départ de la fantaisie, le tremplin qui lance l'imagination en vol imprévisible vers la fiction. Souvenirs et inventions se mêlent dans la littérature de création, de façon souvent inextricable pour l'auteur lui-même, qui, même s'il prétend le contraire, sait que la récupération du temps perdu à laquelle peut conduire la littérature est toujours un simulacre, une fiction, où le souvenir se confond avec le rêve et vice-versa. Moi, dans mon atelier, j'ai un exercice où je vous demande d'écrire un souvenir d'enfance et en fait, je vous demande juste d'écrire ça pour vous expliquer qu'en fait, on se fiche que ce soit un vrai ou un faux souvenir. Oui. Tout ça, c'est très clair pour vous, hein, n'est-ce pas? C'est limpide. Si ce n'est pas limpide, il faut me le dire, hein, d'accord? Alors, il dit « Car la vie réelle, la vie véritable, n'a jamais suffi, ni ne suffira jamais à combler les désirs humains. L'imagination est un don démoniaque qui creuse toujours un abîme entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être, entre ce que nous avons et ce que nous désirons. » Alors, ça c'est très intéressant, parce que ça c'est Sartre. Il y a des philosophes parmi vous? Non? Alors, je vais vraiment faire ça de manière très basique, et je pense que Sartre se retournerait dans sa tombe, mais c'est pas grave. Sartre, il explique qu'on a en chacun de nous, dans l'être et le lien, l'en-soi et le pour-soi, de manière très simple. L'en-soi, c'est ce que je suis, je m'appelle Camille de Peretti, je suis là avec vous aujourd'hui, j'ai publié 9 romans chez Stock et chez Calman Levy, je suis mère de 3 enfants, blablabla. C'est vraiment ce que je suis, il n'y a pas de doute, c'est mon en-soi. Mon pour-soi, c'est quelque chose de complètement secret. Complètement secret. C'est plus que mon jardin secret, c'est indicible. Ni à vous, bien sûr, ni à mon mari, à mes meilleurs amis. Après, je n'ai pas fait de psychanalyse, donc peut-être avec un psychanalyste, on passe vers autre chose. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de extrêmement, extrêmement, extrêmement caché, enfoui, mais en revanche conscient. C'est-à-dire que vous en avez conscience, vous savez ce que c'est que votre pour-soi, mais jamais vous direz ce que c'est à personne. Parce que vous êtes capable de dévoiler certains de vos rêves et tout ça, mais pas ce pour-soi-là qui est trop, trop, trop profond et trop, trop, trop secret. Et en fait, ce que Sartre explique, c'est que on a les deux. Alors, je sais pas, avec mon micro, c'est pas très pratique, mais il y a les deux comme ça qui coïncident et que ça va. Que c'est pas grave qu'il y a l'en-soi, ce que vous êtes, il y a le pour-soi qui est juste à côté, en parallèle, comme ça, et les deux se touchent jamais, se rencontrent jamais. Le problème, c'est l'espace entre les deux. C'est-à-dire que quand l'espace, il n'est pas trop grand, c'est-à-dire que votre pour-soi et votre en-soi ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, l'espace donc, que Sartre appelle le néant, entre les deux, ça va, on arrive à le gérer. Le problème, c'est quand ça commence vraiment, vraiment trop à s'éloigner. Quand ce que vous êtes
en société avec tout le monde, etc., et ce que vous déclarez être, et ce que vous voulez au fond de vous être, c'est trop loin, et il y a trop de néant. Et là, c'est pas bon quand il y a trop de néant. Et là, vous n'allez pas bien. Et là, vous écrivez pour rattraper le truc, voilà. Et il y a vraiment de ça dans l'écriture, oui. Vous comprenez ça? Ça vous parle? Donc, il dit, mais l'imagination a conçu un astucieux et subtil palliatif à ce divorce inévitable entre notre réalité limitée et nos appétits démesurés, la fiction. Grâce à elle, nous sommes davantage et nous sommes différents sans cesser d'être les mêmes. C'est ça être écrivain et c'est ça écrire. C'est clair pour vous? Non? Il n'y a pas un bruit, c'est l'enfer. Ils sont sages. Et envoyez-moi des trucs, là, les gens qui sont en ligne, parce que vraiment, il n'y a pas un silence dans la salle, c'est terrifiant. Bon, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Est-ce que vous parlez d'un persona? Parce que tout le monde a un persona. Tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez persona? Le persona, selon Jung, selon... Alors, c'est le pour soi, c'est ça? C'est ça? Je sais pas. Bah après, je pense que si vous prenez différents philosophes, différents psychologues, etc., ils vont chacun poser leurs propres mots parce que souvent, ils aiment bien avoir leur propre lexique. Et je pense que ça se rejoint, oui. Oui, c'est le masque. Alors, d'accord. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas fait de psychanalyse et je ne connais pas ces termes-là. Donc, C'est comme dans le théâtre grec. C'est-à-dire quand les acteurs jouent avec un masque, ils ont leur persona, ils jouent quelqu'un. donc là, c'est conscient ou c'est inconscient? Parce que je ne sais pas ce dont vous parlez. C'est quelque chose de conscient ou d'inconscient? Quand on est au courant de... Quand on le sait, oui. Et quand on ne le sait pas, non. En tous les cas, pour Sartre, l'en soi et le pour soi sont conscients les deux. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je n'avais pas fait de psychanalyse, donc je ne suis pas sûre de la version que les psychanalystes donneraient. Mais voilà, c'est autre chose. Oui? C'est pas une question, je voulais juste dire que si on ne parle pas, c'est juste qu'on vous écoute, ça nous intéresse. On va parler devant tout le monde. D'accord. Non, merci. C'est le même commentaire à distance. Ah bon, tant mieux, alors ça va. Des questions alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? C'est hyper clair? Oui. Est-ce que c'est important de connaître ses obsessions pour bien écrire et d'avoir conscience de ce pourquoi? Oui, alors, ce que j'explique toujours à mes élèves, c'est qu'il y a ce que j'appelle la déclaration d'intention. Stephen King, toujours lui, mais bon, Stephen King, il pense, et on est pas mal d'écrivains à penser comme lui, que chaque livre est une lettre écrite à quelqu'un, qu'on écrit à quelqu'un, d'une manière plus ou moins évidente et de plus en moins, comment est-ce qu'on dit, assumée. Voilà, on peut, souvent quand on dit vous dédiez ce livre à machin, on comprend, voilà, mais plus ou moins pas, voilà. Donc, il pense que chaque livre est cette lettre. Alors, est-ce que c'est toujours la même personne et toujours la même lettre? Ça peut, tout au long d'une carrière d'écrivain. Ça peut aussi être différentes lettres à différentes personnes en fonction de ce que la vie vous ballotte à droite ou à gauche et vous fait découvrir des choses ou subir des épreuves. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous allez à un atelier d'écriture, vous n'allez pas à un cours de yoga. Vous n'allez pas à un cours de cuisine. C'est sympa, les ateliers d'écriture, il y a une bonne ambiance. Venez dans les miens, vous allez voir, c'est super, on rigole, etc. Les élèves s'aiment entre eux, c'est chouette. Mais en vrai, c'est pas du tout la même chose d'aller au Pilates voilà, et de dire « Ah, ce soir, j'ai Pilates » et de dire « Ce soir, j'ai atelier d'écriture ». Parce que l'écriture, c'est pas un truc anodin. L'écriture, c'est un truc qui va aller chercher loin, qui va vous mettre les tripes sur la table, vous allez vous mettre à poil devant tout le monde. C'est ça l'écriture. Et d'ailleurs, souvent, si vous faites l'expérience avec des amis, vous dites « Ah, je vais au Pilates », ils disent « Ah, super ». Ils peuvent dire s'ils sont sympas « Et t'en fais depuis combien de temps ?» ou « Elle est sympa ta prof », mais ça va s'arrêter là. Si vous dites « Je vais à un atelier d'écriture », les gens disent « Ah bon ? Ah alors ?» Et alors là, ils vous posent des questions en disant « Tiens, pourquoi tu veux faire un atelier d'écriture ?» Parce que c'est pas normal de vouloir faire un atelier d'écriture. Bien sûr que non. C'est pas normal de vous imaginer l'hubris qu'il faut pour se dire que ce qu'on a dans la tête, on va le mettre sur un papier et des gens qu'on ne connaît pas vont passer des heures à le lire. Il faut être
totalement prétentieux et totalement... Enfin, c'est pas normal de se dire que ce que vous avez dans la tête vaut le coup que des gens se prennent des semaines entières dessus, quoi. Et donc, il faut une vraie... il faut vraiment que ce soit nécessaire. Il faut qu'il y ait un besoin. Enfin, on ne fait pas ça juste comme ça, quoi. Donc, l'écriture, c'est... Voilà. Et donc, la déclaration d'intention, c'est ça. C'est je demande à mes élèves d'écrire une lettre à eux-mêmes que je ne vais pas du tout lire et d'ailleurs, je leur demande après de la cacher, de la brûler, d'en faire ce qu'ils veulent, mais de la donner à personne, mais d'expliquer pourquoi ils veulent écrire. Pourquoi est-ce qu'ils ont vraiment fait cette démarche-là? Alors, en tous les cas, écrire pour être publié, hein, parce que ce n'est pas exactement la même chose d'écrire pour soi et tout ça. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on va dans un atelier d'écriture en disant je vais dans un atelier d'écriture pour écrire pour moi. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, reste dans ta mansarde et écris pour toi. Mais c'est pas le vrai truc, c'est ce que je vous ai dit, sans votre lecteur, vous n'êtes qu'une voix qui couine dans le vide. Si vous écrivez, c'est que vous avez envie que d'autres gens lisent ce que vous avez écrit. Vous avez envie d'avoir un lecteur, vous avez envie que les gens vous disent « j'ai pas pu le lâcher », vous avez envie de ça. Et donc, vous avez envie que les gens, en gros, rentrent à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et c'est pas normal. C'est quelque chose qui vous met en danger, c'est quelque chose qui vous fragilise, c'est plein de choses d'écriture. Moi, vous imaginez, quand je vais dans les salons du livre, que je suis avec des gens qui ont lu mes livres et qui me disent « Ah, machin ». C'est-à-dire que tous les gens que j'ai en face de moi, ils sont rentrés dans ma boîte crânienne et moi, pas du tout. Moi, je les connais pas du tout. Donc, ils me connaissent intimement, ils connaissent plein de choses de moi. Et moi, je me suis mise toute nue devant eux, ils sont restés tout le temps tout habillés. C'est vraiment bizarre comme démarche. Et donc ça il faut le comprendre. Un livre, c'est un espace de liberté, mais une fois qu'il est lu par d'autres, vous êtes extrêmement vulnérable. Extrêmement. Et d'ailleurs, je parle au lecteur. Quand les gens vous disent, en tant que lecteur, ah oui, j'ai beaucoup aimé votre livre, mais... Et là, ils vous donnent leur fameuse critique constructive. Et tu dis, mais jamais, je ne veux pas du tout de critique, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est exactement comme si, mais vraiment, hein, on disait de votre enfant, il est très beau, mais les oreilles, hein, un peu raté les oreilles, non? Ou le nez, c'est dommage pour le nez, parce que sinon il est vraiment beau, hein. Mais bon, le nez, bon, voilà, hein, on peut pas, voilà. Ou alors si on disait, ah ouais, alors tes 3 enfants, écoute, non, moi vraiment mon préféré c'est celui-là. Non, parce que les 2 autres, tu vois, mais lui vraiment il est super. Mais non, jamais vous feriez ça, jamais vous oseriez faire ça. Ben, c'est exactement la même chose avec les livres. Et moi vraiment, ça y est, mon entourage, il a compris, ils me disent tous qu'ils adorent tout ce que je fais, sans aucune... Mais je veux pas de critique. Si, j'ai mon éditrice pour ça. J'ai mon éditrice pour me dire, c'est nul, c'est mauvais, c'est radin, c'est ceci, c'est bancal. Bien sûr. Mais, et elle le fait avant que le livre soit publié quand même, vous imaginez, pas après. Mais ça, c'est pas possible, les gens qui vous critiquent, parce que c'est trop personnel, un livre. C'est trop... Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est vous le livre. Et bien sûr que ça n'est pas vous, mais évidemment que c'est vous. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre, les gens, de nous critiquer. Expliquez-le vraiment, hein, autour de vous. Et sachez-le quand vous rencontrerez des écrivains. Parce que c'est... Oui. J'ai 2 questions. Dis-moi. Des personnes qui sont à distance qui vont traiter aussi de la relation avec le lecteur. Oui. Donc, la première, c'est de Sandy Madar. Et aussi qu'on ne doit rien... Non. Oui, c'est ça. Aussi, est-ce qu'on ne doit rien censurer dans notre livre? On a peur de blesser notre entourage. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Un livre, c'est un espace de liberté. Et si ça blesse votre entourage, c'est que votre entourage n'a pas assez lu de livres pour comprendre que... Non, mais c'est vrai. C'est juste que votre entourage n'a pas assez lu de livres. Et après, vous ne pouvez pas du tout leur en vouloir. Moi, je viens d'un milieu où il n'y avait pas de livres. Où dans ma famille, ma mère, elle a commencé à lire plutôt sur le tard, et voilà, mais surtout dans mes oncles, mes tantes, mes cousins, etc., personne ne lisait, il n'y avait pas d'écrivain, il n'y avait pas d'intellectuel, enfin je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Et donc c'est des gens qui peuvent avoir des critiques parfois un peu brutes comme ça, et à ce moment-là, il faut vraiment comprendre qu'ils n'ont pas lu assez de livres. Et c'est pas grave, c'est pas de leur faute. On ne va jamais accuser quelqu'un qui n'a pas lu assez de livres. Mais voilà, c'est tout. Donc non, un livre, c'est un espace de liberté, vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, et vous direz toujours à votre entourage, si tu crois que tu es tel personnage, eh bien tu as raison, mais tu sais quoi, dans ce personnage-là, il y a aussi la voisine que tu ne connais pas, il y a aussi, bizarrement,
tu sais, les cheveux gris comme ça, et ben en fait, c'est le chat qui passe là comme ça parce qu'il me fait penser avec ses cheveux et complètement autre chose. Et c'est aussi moi, le personnage. Donc en fait, c'est bien sûr toi, le personnage, mais c'est plein d'autres choses. Et c'est moi, en fait. C'est moi, c'est ma substantifique moelle qui a pris une partie de toi, qui s'en est servi et qui en a fait un personnage de roman. Donc juste remercie-moi parce que dans des siècles, tu existeras encore. Et voilà. Non, mais en vrai, c'est ça. Il faut se débarrasser de ce problème de l'entourage. Ils vont mourir. Ils vont tous... Non, mais oui. Il y a une deuxième question, juste pour complémenter. La deuxième question, c'est comme le pour-soi est indicible, secret, n'avez-vous pas peur de le révéler dans vos écrits? Bah non, parce que comme c'est que des trucs totalement intriqués, personne ne peut le voir, personne ne peut le comprendre. C'est que des trames dans tous les sens. Et puis même, c'est comme ça qu'on construit une scène. Par exemple, je donne souvent ce truc dans mon dernier livre qui s'appelle L'inconnu du portrait. Il y a une scène où la maman, qui s'appelle Martha, emmène son petit Isidore, qui doit avoir 6 ou 7 ans, boire un chocolat chaud. Donc ça se passe à Vienne en 1900 et je me dis, bon, alors où est-ce qu'on peut aller boire un chocolat chaud à Vienne en 1900? Je cherche, etc. Je vois qu'à Vienne, il y a un fameux café qui s'appelle le Café Central, qui est le grand café de Vienne, très machin, qui n'a pas bougé. Donc c'est très important pour moi parce que ça veut dire que je peux y aller sur place et voir le décor exactement tel quel et ça m'aide. Mais sauf que quand j'écris la scène, je suis à Paris. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon fils de 6 ans. Je lui dis, maman va t'emmener boire un très très bon chocolat. Lui, il sait pas, il est content. Il faut se servir. Hein. Donc, on va chez Angelina. Je ne sais pas si vous connaissez Angelina, qui est rue de Rivoli, voilà, sous les arcades. Je le prépare bien psychologiquement en expliquant que ça va être le meilleur chocolat chaud de sa vie et tout ça, pour qu'il ait des réactions fortes. Donc, j'arrive chez Angelina, je commande le chocolat, il est très content, il est très émerveillé. J'ai mis tellement de trucs derrière que voilà. Je rentre à la maison. J'écris mon chapitre et après, 1 an plus tard, je suis à Vienne parce que justement Kalman Levy m'envoie à Vienne pour enquêter sur place, etc. Et que j'ai besoin de voir les lieux et de comprendre certaines choses. Et donc là, je suis avec mon mari, deuxième cobaye. Je lui dis, tu veux pas qu'on aille au Café Central? Il me dit, très bonne idée, ma chérie. Donc on va au Café Central. Moi, j'ai mon papier, mon crayon, donc je note tout, les couleurs des chaises, des guéridons, du plafond, les mosaïques, tout. Et après, il me dit, tu veux pas qu'on discute? Je dis, attends, parce que là, quand même, je travaille, donc bon. Et ensuite, on rentre à l'hôtel, et là, je corrige mon premier chapitre, c'est-à-dire que je rajoute tous les éléments de Vienne, etc. Donc, dans ce chapitre-là, vous avez à la fois mon petit garçon et ses réactions, vous avez à la fois mon pauvre mari, non, vous avez Vienne, le Café Central, etc. Et puis, vous avez complètement moi, complètement d'autres... Enfin... Donc, c'est toujours très, très... Et est-ce que vous savez ce qu'il y avait dedans, ce qu'il n'y avait pas dedans? Vous en fichez tant que vous lisez le chapitre et que vous êtes avec Martha et Isidore qui boivent un chocolat chaud. Vous n'avez pas besoin de savoir comment je l'ai fait, mon chapitre. C'est vrai. Oui. Mais là, du coup, vous ne parlez pas d'autobiographie, autofiction. Par exemple, le dernier livre d'Édouard Louis, il a l'air de coller vraiment à la réalité de... C'est exactement ce que je vous ai dit. Ça colle et ça colle pas. Ça colle parce que c'est lui et ça colle pas parce que c'est fait avec des paragraphes, des virgules, des phrases, de la grammaire, etc. D'accord, mais on parlait comment on dit, de pour-soi. Ouais. Donc là, il y a quand même plus de pour-soi que... Pas plus. Je suis sûre que non. C'est vraiment... C'est ce fil ténu entre les deux qui est juste votre espace de fiction. Et c'est la même pour Édouard Louis que pour Jérôme Loubry, qui est un ami et qui raconte des horribles histoires de pédophiles dans des caves avec des nanas et des robes ensanglantées. Et tu finis à 1h du matin le livre et tu te dis mais il est fou. Et voilà, mais c'est génial. Et c'est le mec le plus charmant du monde et il est très calme. Et il est très... Voilà, il y a évidemment, il y a tout ça. Oui. Et notamment peut-être pour répondre sur l'effondrement, c'est l'effondrement dont Oui, tu parles. En fait, l'effondrement, il le dit à l'intérieur que précisément il écrit sur le suicide de son frère, mais il l'a pas vu pendant des années. Donc en fait, il explique, je trouve, que c'est parcellaire et en fait il le dit avec ses lunettes à lui. Bien sûr. D'un grand frère qui en fait n'a plus vu de toute façon son frère et il essaie d'expliquer. C'est un peu d'un grand frère et d'un écrivain. Et d'un écrivain. Et c'est un sacré écrivain en plus. C'est quelqu'un qui manipule les mots magnifiquement.
Donc c'est ça qui compte. Oui. Ayant dit tout ça, est-ce que vous pouvez dire maintenant que vous vous êtes donc complètement débarrassé des conflits de loyauté vis-à-vis de votre entourage, que vous êtes totalement libre? Je pense que je suis... D'abord, ça fait quand même 20 ans que j'écris et je pense que mon entourage a été aussi a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont appris tout ce que je vous raconte là, c'est quelque chose que je martèle à mon entourage de manière très forte pour être sûre que voilà. Après, si je peux vous donner un exemple avec mon mari chéri, c'était pour Nous sommes cruels. Non, pas du tout. Pour Petits arrangements avec nos cœurs. Donc ça faisait, c'était mon 4e roman. Ça faisait peut-être 5 ans qu'on était mariés. Donc ça veut dire qu'il, quand il m'a épousée, il savait déjà que j'étais écrivain et je ne l'ai pas pris en... Voilà. Il savait déjà que j'écrivais avec un personnage qui s'appelait Camille et tout ça. Et à un moment, je lui ai dit, voilà, il va falloir que tu sois dans le livre, pas beaucoup, mais juste pour un chapitre, parce que sinon le livre ne tient pas debout. Tu vas être juste dans un chapitre et tu vas avoir un droit de veto. J'ai dit, mais fais attention parce que vous connaissez la phrase, quand vous avez des grands pouvoirs, vous avez des grandes responsabilités. C'est Spider-Man, ça. Spider-Man a toujours raison. Et donc là, je lui ai dit, donc c'est vraiment très important. Ce que je te dis, c'est que tu as le droit de retirer des choses qui te gênent, mais si tu les retires, gare à toi. En gros, c'était ça. Et puis, il a lu le chapitre. Il était très perturbé. Et il m'a dit, je ne sais pas quoi dire. Je pourrais faire juste qu'il n'y ait pas le chapitre, carrément. Lui, il voulait tout enlever. Et pourtant, j'avais bien expliqué. Et à ce moment-là, j'ai appelé mon éditrice et je lui ai dit, il faut que vous parliez à Ladislas. Et elle lui a parlé. Et il n'a plus jamais posé de questions. Il n'a plus jamais rien. Et ça s'est très bien passé. Et il a laissé toutes les phrases, tout. Voilà, on n'a rien retiré. Vous ne savez pas ce qu'il lui a dit? Non, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais je pense qu'elle lui a dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Elle l'a payé, alors ça, c'est possible aussi. D'autant plus que c'est un banquier et qu'il est totalement corruptible, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, je pense que... et surtout à l'époque, parce que ça date, hein, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 12 ans. J'étais beaucoup moins sûre de moi quant à tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, je suis vraiment très solide là-dessus. Mais ça m'a pris du temps. D'ailleurs, c'est à ça qu'on sert, hein, les profs démo, c'est à vous faire gagner du temps. C'est vrai, hein. Il y a plein de questions qu'on s'est posées, on a mis longtemps à les résoudre et on arrive avec les réponses directes comme ça. Prenez, hein. Oui. Oui. Alors, de toute façon, toujours le lecteur. C'est le lecteur qui compte. Donc, si vous ne faites pas de métaphore, le lecteur il va s'ennuyer. Si vous faites, il faut chérir son lecteur. Moi, justement, quand j'ai repris mon journal intime, qui n'était destiné à aucun lecteur et qui parlait de boulimie anorexie, c'était du vomi à chaque page. C'était illisible. C'était pas du tout intéressant. C'était des décomptes de calories, c'était vraiment un journal intime, quoi. Donc, il faut, si on repart sur cette obsession secrète, etc., il y a des très belles métaphores à faire pour le vomi. Il y en a vraiment, on peut. On peut s'essayer et on peut accrocher son style à peu près n'importe quelle chose. Et d'ailleurs, c'est souvent les choses les plus dures qui rendront les plus belles métaphores. Et souvent, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? C'est aller chercher des mots qui sont justement pas proches de la chose pour rendre une vérité beaucoup, beaucoup plus vivace. L'exemple que je donne toujours, c'est celle de Flaubert. Donc, est-ce que vous avez lu Orlando de Virginia Woolf? Grand livre. Et dans Orlando, il y a un moment, elle veut devenir poétesse. Et elle dit qu'elle va s'y mettre et qu'elle va écrire des poèmes. Et donc, elle va commencer par décrire le ciel. Et elle se met avec son papier, son crayon, et elle dit « Le ciel est bleu ». Et elle dit « Non, ça va pas du tout, le ciel est bleu, c'est pas ça ». Et elle commence, et elle cherche, donc c'est Virginia Woolf, donc elle fait ça très bien, et elle raconte que les nuages sont pareils aux cheveux de 1000 madones, qui machin, qui truc. Et puis elle s'arrête, elle dit « Mais c'est pas ça du tout ».
Et elle dit, mais merde quand même, le ciel, il est juste en face de moi, c'est pas si compliqué. Et donc elle cherche, et elle n'arrive pas. Et c'est vraiment Virginia Woolf qui explique l'impossibilité de transcrire quelque chose de simple, de beau, de poétique, de catastrophe. Et puis, c'était un passage qui m'avait beaucoup marqué. Et vraiment pas très longtemps plus tard, je lisais Salammbô de Flaubert, dans lequel Flaubert écrit « Le ciel avait une hauteur démesurée ». Et là, tu dis « Ah, Flaubert, quoi ». Et le ciel avait une hauteur démesurée. C'est parfait, en fait. C'est juste parfait. On sait exactement de quel ciel il parle. On n'a pas besoin. Donc, et ça, c'est la métaphore dans toute cette splendeur. C'est-à-dire qu'on va chercher... il n'y a pas de hauteur pour le ciel, juste, bingo, quoi. Donc, ce n'est pas les bons mots, et ils sont mis côte à côte, et ça marche. Et je pense que vraiment, pour les obsessions secrètes, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire aller chercher le plus loin possible des métaphores et des choses qui rendent, pour le lecteur, la chose crystal clear, et alors que voilà. Mais c'est ça, c'est le travail de l'écrivain, et c'est la beauté du travail de l'écrivain. Une question à distance. Comment dépasser l'autocensure, la timidité du dévoilement? C'est ce que j'ai dit, il faut être très très prétentieux pour être écrivain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je ne sais pas si on choisit d'être prétentieux ou on est prétentieux. On va faire un truc à la Beauvoir, on n'est pas prétentieux, on le devient. Non, je ne sais pas. Il faut une part de démesure et d'hubris, c'est le mot, voilà, pour avoir envie d'écrire des livres. Et donc à partir de ce moment-là, normalement, c'est plus fort que l'autocensure. Sinon, si vous vous censurez trop, vous n'irez pas envoyer vos textes, vous n'aurez pas envie d'avoir... Ça peut pas, c'est comme antinomique d'une certaine manière, oui. Oui, mais justement, sur cette question, il me semble que, certes, c'est un espace de liberté, l'écriture, mais c'est aussi un espace de responsabilité, et que dans le flux de ce qui nous vient, alors si évidemment on part d'une matière de traumatisme, très, très personnel et très autofictionnel, autobiographique, il y a quand même une possibilité de faire le tri entre ce qui va être utile à l'histoire et il y a des choses dont on n'a pas forcément besoin et qui pourraient, je veux dire, il y a une étape de transformation entre la matière brute du souvenir et des choses telles qu'elles nous reviennent et puis ce qu'on va faire lire. Alors, il y a deux choses. Dans cette étape de transformation dont vous parlez, quand vous dites c'est moi, je suis dans tous les personnages, c'est pas moi, aucun des personnages, j'entends bien, mais par rapport à ceux qui lisent et par rapport à ce problème de censure, vis-à-vis des proches, quand on est obligé de les mettre dans le livre, il y a quand même, moi je trouve, la langue, la narration nous permet parfois de dire ce qu'on a besoin de dire sans aller sans obligatoirement blesser la personne. Mais bien sûr. On sait très bien que si elle lit le livre, il y a quand même des histoires, moi je connais des histoires graves dans des familles, et je sais qu'il y a certains passages qui auraient pu être coupés, mais sans aucun problème, pour l'histoire, et que la personne, se croyant trop libre, n'ayant pas assez réfléchi, selon moi, ça c'est mon point de vue, a cru à mélanger les gestes, le geste de l'écriture et le geste du règlement de compte, ou le geste... Mais alors, dans ces cas-là, c'est que c'est un règlement de compte et qu'elle avait besoin de le faire, mais c'est surtout, après, c'est l'éditeur, Il y a vraiment un rôle de l'éditeur, c'est-à-dire qu'on est très, très, très mauvais juge de ce qu'on écrit. C'est très difficile de savoir si... Moi, je vais vous dire, le seul truc qui compte, c'est le lecteur. C'est-à-dire qu'on veut écrire un livre où le lecteur aille jusqu'au bout. Ça, c'est la première... On n'a pas d'autre but, c'est que le lecteur tourne la page. C'est de le tenir en éveil et qu'il tourne la page et qu'il aille jusqu'au bout du livre. Ça, c'est la première chose. Si on arrive à faire ça, après, on a fait un énorme boulot. Et là, c'est à l'éditeur, en le lisant, en étant notre premier lecteur, de dire « c'est un livre super, on y va » ou « c'est un livre où là, honnêtement, je ne sais pas à quoi sert ce paragraphe, mais honnêtement à rien, ça sent le règlement de compte à plein nez et il n'est pas utile à l'histoire, machin, machin ». Ça, c'est le rôle de l'éditeur. Et il y a des choses où, justement, comme il y a quand même pas mal d'inconscient quand on écrit, on ne se rend pas compte qu'on est là-dedans. Mais s'il y a des passages en trop qui sont superflus, c'est à l'éditeur de couper dedans.
Moi, je vois très bien quand je rends mes manuscrits, mon éditrice, donc ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, elle me dit « ce chapitre-là est vraiment bien ». Je dis « oui, il est vraiment bien ». Elle me dit « ce chapitre-là, il est nul ». Je dis « oui, il est vraiment nul ». Je n'en sais rien. J'arrive pas du tout à juger ce que je... Aussi, c'est qu'entre le moment où on pose sur le papier un passage sur un personnage et le moment où on va choisir de le mettre dans le livre pour le faire lire, il y a des étapes et que... enfin, je sais pas, moi, j'ai publié un livre, j'ai coupé un passage qui, honnêtement, littérairement, était hyper intéressant. Il y avait plein de choses, mais je me sentais mieux de sortir, et c'est pas l'éditeur, c'est pas... J'ai préféré couper ce passage, parce que ça m'aurait fait... Je pense que ça aurait fait plus de mal après dans la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la responsabilité de comment on va porter le livre après dans la vraie vie. On va l'assumer. Et le lecteur, c'est aussi... Ouais. Non, mais même, à quoi on destine ce livre en réalité? À qui on destine ce livre? Mais alors, est-ce que vous savez à qui vous destinez votre livre? Parce que ça, c'est très difficile aussi. Hein. Moi, je ne sais jamais qui vont être mes lecteurs. Je sais que j'ai envie de porter le livre avec un certain état... je ne peux pas porter le livre avec un couteau dedans. Je ne peux pas. Ouais, mais on ne vous demande pas du tout de faire ça non plus, parce que ce serait horrible. Mais en revanche, je pense qu'on ne sait pas du tout qui va aimer notre livre et qui va le lire. Non, bien sûr, mais bon, enfin, je ne me fais pas bien comprendre. Si, je crois que vous expliquez que vous avez besoin de vous auto-censurer avant de... Non, pas du tout. Justement, il y a une manière de ne pas s'auto-censurer, c'est d'écrire. Et effectivement, il y a l'espace de liberté. Mais après, si vraiment on met en scène de manière trop évidente, d'abord il y a la manière aussi plus dissimulée de mettre des choses en scène, de les transposer. Ouais. Et si ça touche à l'évidence des gens, il faut se préparer à assumer aussi que ce livre va sortir avec ça. Et on peut faire le choix après avoir écrit. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'auto-censurer avant d'écrire. Moi, je trouve intéressant d'avoir plusieurs étapes. Oui, mais on s'auto-censure quand même, après. Bah, pourquoi pas? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas... Bah, c'est exactement comme quand moi je dis tu as un droit de veto après. Le truc est écrit, tu as un droit de veto après. C'est la même chose. John Carroll Oates, elle dit dans La foi d'un écrivain qu'elle prend cette question en charge en disant qu'il y a aussi la solution du pseudonyme. Et pourquoi pas? Ouais, alors là, le pseudonyme, à notre époque, courage. Hein. Évidemment, mais... Ou alors, enfin, honnêtement, le pseudonyme, je ne vois pas tellement d'éditeurs aujourd'hui accepter des pseudos, à part pour Elena Ferrante. C'est déjà tellement difficile de faire publier un livre que celui qui arrive en disant « je voudrais faire publier ce livre, mais je veux apparaître nulle part, etc. » L'éditeur, il va dire « t'es gentil, mais c'est pas comme ça qu'on voit un livre aujourd'hui. » D'accord, il y a l'italienne qui est quand même arrivée là. Elena Ferrante. Oui. C'est la seule. Ouais, enfin, honnêtement, il y a plus du tout... Et elle, parce qu'elle était dans le milieu littéraire, etc. C'est pour ça. Mais sinon, c'est... Enfin, si on est... Ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que ce soit des questions qu'on peut juste balayer en se disant que les autres n'ont pas assez lu. Ah, l'entourage, en disant qu'il n'a pas assez lu. Moi, je pense que quand même, ça résout pas mal de problèmes. Mais peut-être. Non, mais si on a des bonnes relations avec son entourage, ou suffisamment de relations, on peut les préparer, on peut en parler, on peut donner le droit de veto. Je suis désolé de te couper, mais il y a d'autres personnes qui ont des questions aussi. Oui, dites-moi. Oui, vous avez parlé en citant Mario Vargas Llosa, c'est pas grave. par rapport à la transformation, je me disais, est-ce que vous avez eu des effets un peu cathartiques liés à l'écriture, d'un côté vraiment transformatoire? Non, je crois pas à la catharsis. La catharsis, oui, quand on écrit son journal intime, quand on a besoin de déverser des choses, etc. Mais pour moi, un roman, c'est quelque chose de trop construit, de trop pensé, réfléchi pour un lecteur, qu'un endroit où on va pouvoir justement un truc de jet comme ça. Je pense que c'est pas comme ça que moi je fonctionne. Et d'ailleurs, tout ce qui... s'il y a une catharsis dans l'écriture, ça oui, quand tu es toute seule et que tu écris sur ta... Bien sûr, évidemment, l'écriture peut faire sortir énormément de choses, mais après, ce qu'il faut, c'est avoir un œil extrêmement sévère et prendre vraiment juste la substantifique moelle de ce qui est sorti de ça pour l'insérer dans un roman qui, lui, va être un roman solide, quoi. D'accord. Et alors, du coup, j'ai pas compris ce que c'est que pour transformer la vie. Ça voudrait dire quoi
Ah, pour transformer la vie. Parce que ce qu'il dit très joliment, c'est tout simplement que dans la vie, on s'ennuie un peu et que dans un roman, on est pris, quoi. Donc, qu'il y a des langueurs, des lenteurs, des choses comme ça dans la vie, que dans un roman, tu vois, que le roman, c'est une espèce de vie en mieux, quoi. C'est ça ce que je pense. Ah, c'est intéressant. Oui, oui, je comprends. Ça transforme l'écrivain. Tout ce qu'on fait nous transforme d'une certaine manière. Mais oui, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. J'ai une question à distance, et après on retourne en présentiel, qui va un peu dans la même direction. Sortir ses tripes dans une autofiction, puis tenter de renouer avec de la fiction. J'ai l'impression que cela vient pas du même endroit et que c'est parfois compliqué à rendre aussi intense. C'est pour avoir un avis. Qu'est-ce que tu penses? Oui, vous voyez, c'est vraiment la question qui taraude tout le monde, c'est cette histoire de dépersonnalisation et de à quel point est-ce que quand vous êtes très très sincère et vous mettez tout ce que vous avez, etc. dedans, ça reste... pour moi, c'est vraiment ces deux étapes différentes, quoi. Il y a une première étape, effectivement, qui est celle du premier jet, et celle où vous lâchez, vous avez ce truc comme ça très, très important. Pour certaines choses, pour certaines scènes, pour certains personnages, c'est pas pour tout non plus, parce que voilà. Mais un roman, ça reste quelque chose d'extrêmement construit, et surtout un roman, avant tout, c'est lisible. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où vous déversez votre... C'est pas un flow of consciousness, quoi, c'est pas ça. Le flow of consciousness, oui, c'était Virginia Woolf, c'était un mouvement littéraire, c'était je commence à écrire et je dis tout ce qui me passe par la tête, etc. Bon, après, quand c'est Virginia Woolf, c'est plus intéressant que quand c'est moi qui le fais, mais même si c'est Virginia Woolf, il y a un moment où c'est imbitable, enfin, on dit stop, quoi. Donc, et un roman, c'est un genre littéraire codifié, alors bien sûr, après tout le monde a joué avec les codes, et moi la première, j'ai écrit un roman oulipien écrit sous contraintes mathématiques, donc voilà, mais un roman, c'est des chapitres, c'est des parties, c'est des paragraphes, c'est des retournements de situation, c'est des épreuves pour un héros, c'est un gentil, c'est un méchant, c'est tous ces trucs-là, un roman. Parce que vous êtes lecteur avant tout, avant d'être écrivain, vous êtes lecteur, et vous voyez bien quel genre de livre vous lisez et quel genre de livre vous lisez pas, quoi. Donc vous avez besoin d'être accroché quand vous lisez un livre, sinon le livre il vous tombe des mains. Si c'est un écrivain qui dit juste « je vais me balader sur l'avenue et hop, et je vais vous raconter tout ce qui me passe par la tête », s'il ne sait pas où il va et où il vous emmène, vous n'allez pas aller avec lui. Vous allez lâcher le truc, à moins d'être vraiment d'aimer les trucs très, très... voilà, les expériences littéraires, ça, et ça, pourquoi pas. Mais c'est autre chose, quoi. C'est pas le... Oui. C'était à la toute fin. Mais j'aurais bien aimé vous entendre justement un peu plus sur votre réécriture. Une fois que vous avez votre manuscrit, qu'est-ce que vous faites? Comment vous procédez? Alors, nous, avec Delphine, avec mon éditrice, on a environ 12 versions en moyenne. Donc, le premier G, quand je lui donne, c'est ce qu'on appelle la V1, comme pour Microsoft. Et ensuite, on fait 12 versions en moyenne. Il faut savoir que les gros changements sont entre la V1 et la V4. Donc, c'est vraiment les moments où elle tranche, elle me dit ça, c'est bancal, ça, tel personnage ne marche pas, ça, machin. On peut même parfois avoir des trucs horribles, genre la fin ne va pas, enfin des trucs vraiment, donc voilà. Donc là, on claque. Et donc là, c'est des grands principes qu'elle me donne et c'est pas du tout sympa parce qu'elle me dit non, ça, je trouve un petit peu radin. Je dis, mais radin, comment, quoi? Non, comme ça. Et on dit, d'accord, et voilà. Donc c'est vraiment dur parce que ça veut dire qu'elle me donne vraiment pas grand-chose, mais elle me dit, en revanche, la partie 2, non. Je dis, c'est pas bon ça. Donc voilà, donc là, je retravaille, c'est très long. Après, elle me dit, bon, ça va, donc là, machin, et on commence à tailler dans les trucs plus en détail. Et entre vraiment la V4 et la V9, 10, c'est des répétitions, des problèmes de ponctuation, parfois rajouter des choses pour la crédibilité des personnages, pour leur cohérence, pour les trucs. Après, il y a aussi beaucoup de choses de cohérence. Pourtant, maintenant, je fais vraiment attention avec le métier, mais je fais moins d'erreurs qu'au début. Mais par exemple, je sais pas, il y a un bouquet de fleurs.
Et puis, c'est pas la bonne saison, vous avez mis des mimosas, et en fait, les mimosas, c'est en février, ce genre de trucs. Donc, tous ces trucs-là, voilà, sur les problèmes de distance entre les rues, enfin, tous ces trucs qu'elle vérifie avec moi, ça dépend, mais si c'est un truc de 12e siècle, bah, ça va être les mots d'ancien français, donc on va se prendre la tête pendant 4 versions sur les mots d'ancien français. C'était la version de 1236 ou de 1400, machin, parce qu'on n'a que 2 dictionnaires qui nous aident, donc c'est... Bref, donc on va faire ça. Et puis après là, c'est ce qu'on appelle les épreuves. Donc les épreuves, ça veut dire que l'éditeur, là, a une correctrice qui est assermentée et qui, elle, va corriger... les coquilles, Alors, normalement, il n'y a plus de faute de concordance des temps à ce niveau-là, mais les ponctuations, les machins, les paragraphes, les mises en un. Et puis après, souvent, Delphine, elle me le donne, elle me dit « Vous l'avez lu ?» Je dis « Oui, mais en fait, je ne l'ai pas lu. » Parce que j'en ai marre et parce que je le déteste, le livre, à ce niveau-là, et que ça fait 12 fois que je le truc, et qu'elle me dit... Parce que là, j'ai changé une virgule, et je dis « Oui, vous avez bien fait. » Voilà. Mais c'est la fin, et la fin, c'est vraiment elle qui s'énerve sur le texte et plus moi. Mais ça, il ne faut vraiment pas lui dire. C'est enregistré, votre truc. Et à la fin, elle connaît vraiment, vraiment mieux le texte que moi. C'est-à-dire qu'elle me dit « Mais ça, c'est au chapitre 14 ?» Je dis « Oui, sûrement. » Voilà, donc elle connaît tout très, très bien, et elle se prend la tête sur les virgules jusqu'au bout. Et moi, je fais semblant que moi aussi. Voilà. Ça, c'est la V12. Le dernier, ça a été jusqu'à la V12, mais c'est souvent à peu près ça. Et c'est les épreuves. On a 4 jeux d'épreuves, 4 jeux d'épreuves corrigés. Ouais. Bon, j'ai compris qu'il fallait être taré pour vouloir écrire. Je dis prétentieux, pas taré. Prétentieux, taré. Ouais. Écrire sur ses obsessions, ses blessures, ou ses douleurs, j'imagine. Qu'on est ancré dans la réalité de la vie qui fait qu'on a vécu des choses et qu'on a besoin tout d'un coup de faire un bouquin. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Pourquoi j'écris, c'est très difficile de répondre à cette question, je trouve. C'est ça, c'est très difficile de répondre à cette question. En revanche, il faut vous la poser. Oui, oui. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est la fragilité, puisque on s'ouvre au monde extérieur qu'on ne connaît pas. On ne choisit pas notre lectorat, donc c'est encore plus flippant. Donc comment on fait pour on s'ouvre, et en fait, en même temps après, une fois que le bouquin existe et qu'il est lu, il y a une espèce de vague qui nous assaille, j'imagine, et comment on se protège de ça? Parce qu'en fait, on se vulnérabilise en écrivant, ouais. Mais en fait, on est déjà super vulnérable. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, les gens sont quand même très sympas et bienveillants. Vraiment. Et il est très rare que quelqu'un prenne la peine de vous dire qu'il n'aime pas ce que vous faites. Les gens qui se déplacent dans les salons, les trucs, c'est pour vous dire qu'ils vous aiment. C'est très rare que quelqu'un vienne exprès pour vous dire qu'il ne vous aime pas. Quand vous avez lu un livre jusqu'à la page 12, vous l'avez laissé tomber, vous n'allez pas dire « l'auteur, je vais aller le voir pour lui dire ». En revanche, si vous avez adoré un livre, vous allez... Enfin, c'est plus logique. Donc déjà, vous êtes vulnérable, mais il y a aussi des vagues d'amour et de tendresse qui vous submergent. Donc c'est très agréable, en fait, comme sensation. C'est la première chose. Et oui, vous êtes vulnérable, et le meilleur moyen, c'est d'écrire un autre livre. C'est-à-dire que vous vous remettez dans cette espèce de coquille de « j'écris un autre ». Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, et c'est pas mal. C'est une bonne façon de... Voilà. Oui, et après, les critiques sont comme... Je vais vous dire, le pire, c'est pas les critiques, hein, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que le pire, c'est pas d'avoir une critique négative dans la presse, c'est de pas avoir de presse du tout. Et c'est quand même ça qui se passe, pour être très honnête. D'ailleurs, quand on commence à avoir des critiques négatives, c'est très, très, très bon signe. Ça veut dire que vous avez dépassé un certain nombre de milliers d'exemplaires vendus. C'est qu'ils prennent la peine de dire du mal de vous, c'est bien. C'est ce que l'attaché de presse vous dit, en tous les cas. Voilà. Mais c'est vrai, hein. C'est assez vrai. Donc, il n'y a pas de... Et après, vulnérable, c'est toujours la question de l'entourage. À quel point est-ce que vous êtes vulnérable par rapport à votre entourage? Et ça, c'est à vous de préparer votre entourage. Et puis, il faut espérer que vous ayez un entourage sympa. Voilà. Oui. Et comment vous vous sentez la veille de l'apparition, par exemple, de vos derniers romans? Comment vous vous sentez? La veille de l'apparition, ça fait pas... En fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est plutôt... moi, ce qui m'émeut toujours, c'est quand je le vois en vrai, le livre. Voilà, quand on le voit en grande pile, comme ça, qu'on fait le service de presse et qu'on arrive chez l'éditeur et qu'il dit « il est arrivé », il y a les gros cartons, et là, vous le sortez, il existe, quoi. Il est vraiment là. Après, moi, je me souviens, mon premier, qui s'appelait Tornithorinx, ils avaient fait une couverture magnifique avec une fille qui vomissait dans les toilettes. Et donc, il y avait écrit Camille de Peretti sur la cuvette des toilettes. Et je me suis dit, comme ça, au moins...
si jamais tu avais un petit peu les chevilles, c'est bon, quoi. Ton nom, il est quand même écrit sur une cuvette de chiottes. Et c'est ce que ma mère m'avait dit, d'ailleurs. Donc, c'était bien. Non, mais voilà. Et c'était... Ouais. J'étais surtout beaucoup, beaucoup plus émue pour les premiers que pour ceux d'aujourd'hui. Pas du tout pour faire ma blasée et tout ça. Mais c'est vrai que c'est... J'imagine, enfin, il y a quand même une sorte de métier qui s'installe, etc. Quand ça fait 20 ans que vous le faites, c'est pas la même chose que le premier. C'est vraiment dingue, quoi. C'est vraiment, même le premier contrat qu'on signe. Moi, je tremblais de partout, j'y croyais même pas, je sautais dans tous les sens et tout ça. Donc, c'était vraiment des grandes, grandes, grandes émotions. Et aujourd'hui, encore, mais si vous voulez, aujourd'hui, je me dis pas, est-ce qu'ils vont bien vouloir signer avec moi ? Enfin, c'est pas le même truc. Mon éditeur, c'est ma meilleure amie. J'étais témoin à son mariage, j'étais témoin au mien. Enfin, je veux dire, quand je vais chez Calman Levy, je suis comme à la maison. Enfin, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il n'y a pas cette espèce de pression, de tension qu'on a pour les premiers où on ne sait pas trop quoi. Oui. Pour revenir sur les versions, les 12 avec l'éditeur, on rêve tous, je pense, d'avoir les 12 versions revues par un éditeur. Ouais. Mais on n'a pas d'éditeur. On est encore au stade où on est les 12, on se les fait tout seul dans sa petite pièce. Alors, on peut avoir des lecteurs bêta, lambda ou orchestre, mais donc quand on est dans cette phase-là, justement, jusqu'à quel point on peut se faire cette autocritique. Ouais, c'est très difficile. On peut relire et corriger des choses, c'est sûr, mais un chapitre, on va avoir beaucoup de mal à enlever un chapitre, pareil. Je pense que c'est vraiment... Je suis désolée de vous répondre ça, mais c'est hyper difficile parce qu'on est très mauvais juge de soi-même. Parce que... alors, bien sûr, on essaye, on se dit, allez, ça c'est bien. L'idéal, c'est de faire évidemment reposer le texte, de ne pas le lire pendant au moins un mois minimum, pour après avoir un œil un peu plus neuf. Ça marche quand même pas mal, c'est-à-dire se dire, bon, voilà, de le reprendre. Et c'est vrai que souvent, quand on le reprend au bout d'un mois, ça nous saute un peu au visage, on dit « Ah oui, non, ça va pas, etc. » Mais c'est exactement, si vous peignez, c'est la même chose. Il y a un moment où, à force de trop peindre, vous allez faire... Enfin, il faut juste s'arrêter, quoi. Il faut que quelqu'un vous enlève le pinceau en disant « Arrête !» Et après, c'est vraiment un œil professionnel de vous dire « Moi, je vais lire le texte et moi, je vais te dire, etc. » Et je suis très contre, ça, c'est pas sympa, le fameux ami, mari, copain qui aime beaucoup lire ou machin et qui va être... même s'il est très bienveillant, qui va lire votre texte, qui va vous dire « Moi, j'ai pensé ci, j'ai pensé ça », parce que, honnêtement, s'il ne bosse pas dans ce milieu-là, c'est pas son métier, quoi. Et c'est pas... Alors, et en plus, ça, c'est vraiment... moi, j'interdis à mes élèves, je leur dis « Vous n'avez pas le droit, pendant l'atelier, on est entre nous, on va lire les textes, parce que dans mon atelier, on commence... les 3-4 premiers chapitres solides, etc. Donc, ils ont le droit de se les faire lire entre eux, évidemment. Hein, mais ils ont interdiction, pendant l'atelier, de les montrer à l'extérieur. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux possibilités. Soit, donc, vous avez une super copine qui adore les livres, et c'est une très bonne lectrice, et vous avez même goût en littérature, c'est parfait. Et elle vous aime beaucoup, elle est bienveillante, elle a tout ce qu'il faut. Vous dites... j'ai écrit ce premier chapitre et tout ça. Évidemment, vous mourrez d'envie de le faire lire à quelqu'un parce que vous le trouvez vachement bien et que vous avez envie, etc. Machin. Donc, vous le donnez à cette personne. Elle le lit, elle l'aime beaucoup. Premier truc. Elle vous dit, je l'ai lu, j'aime beaucoup. Ok. Bon, ça vous aide pas. À la limite, c'est plutôt sympa, mais voilà, j'aime beaucoup. D'accord. Vous voulez pas en rester là. Vous dites, mais qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Donc, tu veux vraiment... Et là, elle va se sentir obligée de dire, bah écoute, j'aime beaucoup, elle va vous dire plein de choses positives, elle va dire, et il y a peut-être ce truc-là que j'ai trouvé un peu machin. Vous allez oublier tout ce qu'elle vous a dit de positif, vous allez vous concentrer uniquement sur le truc qu'elle vous a dit qui était négatif. Et ça va vous bloquer. Ça va sérieusement vous bloquer. Et plus ou moins gravement, mais ça va vous bloquer, vous allez être obsédé par ce truc, alors qu'elle n'y connaît rien. Elle n'y connaît rien et c'est pas son métier, c'est pas son truc, etc. Donc dans le meilleur des cas, elle vous apprend rien, et dans le pire des cas, elle vous bloque. Donc, c'est pas bon. Vraiment, il faut pas ça. Mais c'est vrai que c'est très dur quand on a écrit un livre et qu'on a envie de l'envoyer à un éditeur. On se dit, non, mais il faudrait quand même que quelqu'un me relise avant pour me dire ce qu'il en pense. Bah, en fait, non. En fait, non. Il faudrait juste vous faire confiance et l'envoyer. Et après, en revanche, quand un éditeur vous dit ça et ça et ça, il faut l'enlever, etc., là, vraiment mettre votre orgueil dans votre poche et dire oui, d'accord, j'enlève ci, j'enlève ça. Moi, j'ai des copains écrivains qui sont des écrivains qui ont eu des prix, etc., et qui ne sont pas du tout à leur premier livre, et qui, lorsque leur éditeur leur dit, bah, tu sais quoi,
tout ça tu tranches et tout ça machin, mais ils disent mais non, je tranche pas, je suis désolée, ça c'est bien, etc. Mais c'est la catastrophe. Parce que vraiment, il faut accepter qu'on n'est pas bon juge de soi-même, quoi. Il faut accepter qu'il faut un troisième œil. Après, il faut l'aimer, ce troisième œil. Il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Et ça, c'est pas facile. Mais bon, oui. Il y a une dame derrière, pardon. Oui, la question que je voulais vous poser, c'est que dans la mesure où nous, on est tout seul, donc on ne va pas le faire venir à l'entourage. Notre guide pour la réécriture, est-ce que, parce qu'on a une première réécriture par rapport à soi, est-ce qu'on est satisfait, est-ce que ça match, est-ce que ci, est-ce que ça, mais est-ce que le vrai guide après, ou à quel moment on se dit, je relis pour mon lecteur, et à ce moment-là, on peut avoir une espèce de vision un peu extérieure, et en disant, est-ce que si j'étais mon lecteur, j'arriverai à tourner la page, qu'est-ce qui va lui faire tourner? Mais alors là, pour le coup, il faut faire un chapitre. C'est très dur, bah oui, je suis d'accord, c'est très dur. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est très dur et c'est vraiment, c'est votre problème parce que vous n'avez pas encore d'éditeur, mais quand vous aurez un éditeur, ce ne sera plus un problème. Mais là, en ce moment, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'imagine que c'est extrêmement difficile, mais il y a un moment où, de toute façon, il faut le lâcher. Enfin, le mieux, c'est de le terminer, d'avoir un moment de repos, de le reprendre une fois avec l'œil le plus critique possible. Voilà, vous essayez d'être sévère avec vous-même et tout ça. Vous faites gaffe aux répétitions, aux trucs un petit peu, voilà. Vous essayez, voilà. Et puis après, vous le balancez et puis vous verrez bien. Mais vous n'avez pas tellement d'autres choix, en fait, en vrai. C'est pas, oui. Une question qui est un petit peu liée à la précédente. Je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre définitivement. Mais quand vous parlez de toutes ces versions qui sont refaites, alors vous êtes dans une position où vous êtes déjà une écrivaine reconnue avec une éditrice. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un éditeur va retenir un manuscrit si, par exemple, parmi ses commentaires, ça peut être il faut revoir la fin. Enfin, on a l'impression que c'est quand même des propositions que fait l'éditeur qui sont assez radicales par rapport au manuscrit. Donc, qu'est-ce qui va finalement le retenir son attention? Ben, exactement comme vous, quand vous êtes lecteur d'un livre, il y a quand même une sorte d'alchimie qui se passe dès les premières pages, quoi. Normalement. Alors après, vous avez sûrement des auteurs que vous aimez bien et vous savez que vous allez vers les choses que vous aimez, tout ça. Mais si vous êtes chez votre libraire et que... vraiment, c'est la même chose. Vous allez chez votre libraire, vous voulez un nouveau livre. Le libraire va vous dire, bon, alors, j'ai ça parle de deux jeunes filles au Moyen-Âge, machin. Ça parle d'une blonde texane qui est prostituée dans un strip club, machin. Ça parle d'un tableau de Klimt, machin, machin. Vous allez bien avoir un truc où vous allez dire, ah bah, je vais plutôt prendre celui-là. Donc vous avez déjà ce premier truc, où vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne connaissez rien, on vous a juste fait l'espèce de petit truc en 3 phrases. Ça, voilà. Ensuite, vous allez prendre le livre, et vous allez commencer à lire, et vous allez assez vite savoir si vous accrochez ou pas avec ce livre. C'est la même chose pour l'éditeur, c'est-à-dire qu'il va bien voir si il va recevoir toutes les piles de manuscrits, il va avoir les vampires en Alaska, il va avoir les machins, les trucs, l'histoire de famille très trouble, machin, tchac, 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 il va voir, il va dire, ok, moi c'est tout à fait le genre de truc pour moi, c'est ma came, je prends les vampires en Alaska, et il va commencer à lire et il va dire, j'accroche pas où il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça suffit. Après, il appelle l'auteur et il dit, voilà, j'adore les vampires en Alaska, ça tombe bien. Ensuite, j'aime beaucoup votre style. En revanche, la fin va pas, tel truc, machin, ça. Mais ça, c'est pas un problème. Ça y est, c'est fait. Le match, il est fait. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme ça, quoi. Ouais. J'ai une question pour rebondir sur quand vous écrivez, vous disiez, vous pensez quand même au lecteur, mais au-delà de ça, vous êtes capable de imaginer l'attente du lecteur. Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit il va être dans un chapitre donné? J'ai bien compris sur la réalité des personnages. Mais j'ai aussi bien entendu le message sur le lecteur qui doit quand même quelque part être captivé. Est-ce que vous savez, quand vous relisez, là le lecteur il va probablement attendre quelque chose ou comprendre? Oui, bien sûr. Oui, c'est beaucoup de manipulation, un roman. C'est manipuler son lecteur, c'est lui dire, par exemple, si vous prenez l'exemple des liaisons dangereuses, dans les liaisons dangereuses, ce qui est formidable avec Laclos, c'est qu'il y a des lettres extraordinaires de Valmont et de Merteuil qui sont hyper agressives, où c'est la guerre, où c'est machin. Qu'est-ce qui va se passer entre Valmont et Merteuil? Est-ce qu'ils vont... Et puis juste après ça, il y a la petite Cécile de Volanges qui écrit « Cher gna 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 gna, je t'écris parce que... » Et tu dis « Ça va, là, ça va. » Ça dure des pages et des pages, c'est d'un ennui pas possible. Laclos, il fait exprès.
C'est-à-dire que là, Chloé, il te dit « Regarde, regarde, regarde !» Entre les deux, là, ça va être terrible. Et il dit « Et maintenant, pendant ce temps, Cécile de Volant, j'écris machin. » Et c'est des ralentissements, c'est des accélérations, etc. C'est de la manipulation, c'est ça les grands romans. Donc on essaye de faire pareil, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un lecteur et de lui dire viens, 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 tu veux savoir ce qui va se passer. C'est les fameuses chutes de chapitres comme ça où on dit et voilà, et puis juste après, on passe à autre chose. Et ça, c'est totalement jouissif quand on est écrivain, de s'imaginer que le lecteur, ou alors de lui mettre des fausses pistes ou des faux trucs ou des faux indices, c'est hyper marrant. Donc ça, oui, ça fait vraiment partie du jeu, moi, je trouve. Non. Ah, c'est difficile. Bah oui, parce qu'on n'est pas son propre lecteur, mais on essaye quand même de se mettre à la place du truc, quoi. Oui. Attends, oui. J'avais juste deux questions. La première, c'est est-ce que vous livrez vraiment un premier jet à votre éditeur ou vous avez un petit peu réécrit avant de le donner? Et la deuxième, c'était le fameux droit de veto, justement, par rapport aux proches. Est-ce que vous leur soumettez après avoir trouvé une maison d'édition ou avant? En fait, ce serait plus... je ne sais pas quel est votre cas précis, mais je pense que dans votre cas, si vous n'avez pas encore publié de roman, le meilleur truc, c'est d'écrire un premier jet, de le laisser reposer, de se corriger avec le maximum de dureté et de fermeté possible, ensuite de l'envoyer, et ensuite d'attendre de voir si un éditeur est attrapé. Et puis après se poseront les histoires de veto, de machin, etc. Je pense. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Mais, et puis même, il faut voir ce que l'éditeur en pense. Enfin, c'est bien d'avoir un autre œil. Je pense, ouais. Et vous livrez vraiment un premier jet? Oui, alors maintenant, si vous voulez, maintenant, on est quand même dans une routine. C'est-à-dire que moi, maintenant, en fait, elle lit au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, pour le prochain, par exemple, elle a déjà lu la première partie. Je suis en train de lire la seconde. Elle est déjà en train de retravailler la première. Enfin, donc, il y a tout un truc de... Parce qu'on n'a pas tellement... Il faut faire vite. Il faut 2 ans et demi, mais ça passe vite 2 ans et demi. Et puis parce que je bosse beaucoup à côté aussi. Donc, il y a tout ce truc de... Et puis parce que j'ai confiance en elle et qu'elle a confiance en moi et qu'elle sait que je vais lui livrer tant de chapitres, Parce qu'elle aussi, elle a un emploi du temps. Donc, il y a aussi ça. Et puis parce que la maison Kallmann... Comme toutes les maisons, ils savent que vous êtes programmé pour telle rentrée et que donc ils doivent organiser les trucs. Enfin, vous imaginez par exemple que le prochain, moi normalement, il sortira en janvier 2026, je dois le rendre en mars. Vous voyez, c'est quand même, c'est des machines après, c'est des trucs avec des rouages, c'est quand même. En fait, on n'est plus seul. Après, il y a une équipe, il y a tout un truc, quoi. Ce qui est super, hein, mais ça veut dire que voilà. Ouais. C'est-à-dire, il y a un conflit que j'essaie de résoudre. Alors, à la fois, j'imagine un lecteur extérieur, mais il est un peu informe. Mais vraiment, je ne crois pas que ça concerne quelqu'un de mon entourage. Oui, ça peut très bien être une lettre à vous-même, absolument. Voilà, ah si, ça, je suis persuadée que oui. Voilà, j'essaie de voir par le détour de l'écrit si c'est un conflit soluble. Non, je pense que oui, c'est tout à fait possible. Alors là, ouais. Non, vous n'êtes pas mal barré du tout. Non. Oui. Je lis la 4e de couverture, je me dis ça va être l'histoire d'un tableau, et en fait c'est pas du tout ça. Et en fait j'avais une question sur la genèse un peu, quand vous partez d'une idée où et la construction elle est assez brillante. On arrive au début de la 2e partie, on se dit il va y avoir une catastrophe, je ne vais pas vous gâcher comme on dit, mais elle n'est pas du tout, c'est une vraie surprise. Et je voulais savoir comment dans votre tête ça se mettait en place. Non mais c'est très curieux parce que on vous dit c'est l'histoire d'un tableau et tout, moi je vais dire ça va être chiant. Et puis alors, il y a plein de personnages. Et comment vous... Est-ce que vous... Je sais pas, quand vous avez une idée comme ça... Oui, alors, Stephen King, qui a toujours encore raison, dit que les écrivains n'ont pas d'idées. Il dit les écrivains, c'est des gens qui tirent à la courte paille. Et on passe notre vie à voir passer des idées, voilà, et on les prend, et on dit « Ah, une idée », et tout ça. Et on tire à la courte paille, et puis souvent, c'est des petites pailles. Voilà, et on dit « Ah, en fait, mauvaise idée ». Et puis après, tout d'un coup, on tire, et là, c'est la bonne. Et c'est, en tous les cas, alors c'est pour ça que je dis qu'il a toujours raison, mais, et puis j'en ai parlé à plein d'autres écrivains, vraiment le truc où vous avez l'inspiration soudaine qui vous tombe comme ça sur le coin de la tête. D'ailleurs, c'est très bien de ne pas y croire, parce que sinon,
C'est horrible, on attend toute la journée que ça nous tombe dessus, c'est atroce. Donc mieux vaut croire justement à cette espèce de travail permanent, de recherche, et de se dire, il va y en avoir des idées, il faut juste que je les cherche, quoi. Et voilà, donc par exemple, en ce moment même, j'ai un gros problème de personnage, et je cherche une idée, et donc je cherche, et je suis vraiment comme, vous savez, l'animal avec le long truc là, qui veut aller chercher les petites fourmis. Je passe mon temps à fureter, mais oui, et là je suis bloquée, par exemple, en ce moment, sur ce personnage, et donc je cherche idées. Mais en revanche, pour la construction, c'est-à-dire qu'on cherche des idées et tout ça, moi, l'inconnu du portrait, ça a été vraiment cool parce que c'était la bonne paille. C'était la bonne paille, c'était un fait divers dans un journal qu'un ami m'a envoyé en me disant « Tiens, regarde, on a retrouvé un tableau de Klimt de 60 millions d'euros dans un sac poubelle, ça va t'intéresser. » Et j'ai lu et j'ai dit « bonne idée ». Et j'ai tiré, et plus je tirais, et plus c'était génial. Et plus j'avais des trous dans la raquette de partout, une enquête géniale à faire, plein de trucs. Et ça arrive parfois. Ça, c'est sympa quand ça arrive. Mais typiquement, en ce moment, moi, ça ne m'arrive pas du tout. Et donc voilà, et donc je cherche, et péniblement, hein, mais je sais que plus je cherche, plus je vais trouver. Enfin, il y a quand même la persévérance. Moi, je crois beaucoup au travail, à la rigueur et à la persévérance. Je ne suis pas du tout l'écrivain sur sa maisonnette avec les cheveux dans le vent qui va trouver le livre, quoi. C'est vraiment pas ça. Donc moi, je crois. Donc la construction, c'est vraiment un travail, mais extrêmement rigoureux, de petites cartes couleurs, donc pas du tout sexy, avec, j'avais 3 codes couleurs avec les 3 générations sur les 110 ans, c'était un gros bazar, j'avais tout accroché au-dessus de mon bureau et je passais mon temps à bouger les petites cartes en me disant, je peux pas dire ça avant d'avoir dit ça, si je dis ça, c'est pas un machin, et je les bougé pendant 1 an et demi, mes cartes, voilà. J'ai bougé mes cartes, j'ai fait tous mes chapitres préécrits, dans le truc, et après, avec toutes mes enquêtes, toutes mes recherches partout, à la fin, j'ai appelé l'éditrice en larmes en disant que c'était fini, que je ne pouvais plus le faire parce que ça ne marchait pas et que l'intrigue se cassait la gueule. Elle est venue s'asseoir avec moi. Pendant une après-midi, on était face au mur avec les petites cartes. Elle a pris la carte, elle a fait ça. Après, elle se rasseyait, on regardait la carte comme ça. Après, j'en prenais une, je la mettais là, on se rasseyait, on regardait la carte. On a fait ça tout l'après-midi. À un moment, elle m'a dit, c'est bon, ça tient. C'était juste des histoires de cartes. Et après, j'ai écrit. Et après, là, je l'ai écrit d'une traite. Je l'ai écrit d'une traite, mais il était déjà tellement planifié, construit que voilà. Mais ça, c'est vraiment, c'est la méthode sécuritaire. Je ne dis pas du tout que c'est la bonne méthode. Hein. Parce que vous savez, c'est fini là, non? Ouais. Bon, voilà. Donc, en fait, il y a 2 méthodes. Ça, c'est vrai. Je termine avec ça. Je termine avec ça. Il y a 2 méthodes pour écrire un livre. Et vraiment, j'en ai parlé à plein d'écrivains. Tout le monde est d'accord. Ça n'a rien à voir avec un choix, ça vous est imposé. Il y a 2 sortes de personnes en fait. Il y a les écrivains qui écrivent comme ça. Ils écrivent au fil de la plume, ils ne savent pas où ils vont. Joël Dicker, il le raconte très bien, il dit que quand il commence un livre, il ne sait pas qui est le meurtrier. Il ne sait pas, il va voir. Moi je trouve qu'il est aberrant, mais il va voir si c'est Bob ou si c'est pas Bob, peut-être, voilà. Donc ça c'est Joël Dicker. Amélie Nothomb, elle fait ça. Elle dit je commence avec une phrase et je me laisse porter. Génial, tant mieux. Enfin, voilà. Et il y a les autres écrivains, les options sécuritaires dont je fais partie, qui ont besoin vraiment d'avoir des plans, des organisations. Alors après, ça peut un peu bouger, etc. Mais qui ne peuvent pas se lancer tant qu'ils ne savent pas où ils vont, en gros. Voilà. Et on est vraiment 2 sortes. Et ce qu'il faut savoir, c'est à quelle catégorie vous appartenez. Si vous êtes de ceux qui se lancent comme ça, surtout n'essayez pas de faire un plan. C'est pas bon pour vous, ça va vous bloquer. En revanche, si vous êtes de ceux qui font des plans, surtout ne vous lancez pas dans le vide, ça va être la catastrophe. Vraiment, sachez, et ça, il faut que vous le sachiez, vous devez le sentir en vous, et vous appartenez à l'une ou l'autre de ces catégories. Après, il peut y avoir évidemment ceux qui se lancent avec quand même une idée un peu vague, mais quand même, voilà. Il y a ceux qui se disent, moi, je vais construire, et puis finalement, au bout d'un moment, ils disent, non, mais ça, c'était pas bien, ils peuvent le reconstruire entre-temps. Mais c'est vraiment 2 personnalités d'écrivains très distinctes, et il faut savoir à quelle catégorie vous appartenez. C'est fini ? Voilà. Je voudrais te remercier. Ça a été magnifique, génial. Plein d'idées pour qu'on puisse prolonger cette discussion pendant l'après-midi. Rappelez-vous, nous avons la table ronde et la scène ouverte cet après-midi, à distance, mais aussi en présentiel. Donc, connectez-vous, vous qui êtes déjà sur Zoom, c'est le même lien. Pour les personnes qui sont en présentiel, je vous invite à continuer l'après-midi avec nous. Pour les personnes qui sont de l'objectif projet bienvenue,
nous avons une journée des auteurs préparée spécialement pour vous, qui sera animée par Chloé. Et pour les personnes qui sont à distance, vous aurez le plaisir d'être accompagnés par Julien. Et les personnes qui sont en présentiel, préparez-vous, c'est avec moi. Et objectif projet en présentiel, c'est à l'école, ce n'est pas ici. Je voudrais juste vous rappeler que pour la journée des auteurs du mois de décembre, ça va commencer à 9h30, d'accord? Je n'ai pas le jour frais dans ma tête, c'est le 14 décembre, ça va commencer à 9h30, d'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, je vais vous dire par mail. Et donc, c'est toute la journée ou c'est Toute la journée aussi. C'est quand même toute la journée? Toute la journée aussi. Et on peut discuter ça par mail après. Ok? Merci et à bientôt. C'est vrai. Vous habitez en France? Oui.